La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui me pousse à continuer, c'est Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Et pourtant ça tourne. Aujourd'hui, reprise du podcast après une longue pause. Et ma voix ne vous est pas inconnue, mais j'ai pas fait beaucoup d'épisodes et je prends la place de Elmar qui nous a quittés malheureusement. Et je prends le relais pour la présentation pour cet épisode. Et je m'appelle Robin et j'espère que ça va. Avec nous, on a des anciens. Vous la connaissez, elle est fan du sida et des films sur la Cambrousse. Si c'était un fameux bateau, ses voiles seraient accrochées au ciel. Bienvenue Mao. Fan du sida, c'est terrible. Est-ce que c'est faux ? Mais je suis pas fan du sida, je suis fan des représentations du sida, c'est très bizarre sinon. À d'autres. Eh bien, présente-toi Mao, donne-nous un film qui te représente, que tu aimes bien, et pour te présenter à nos nouveaux auditeurs. Putain, à cause de toi j'ai pensé au Nu Fauve, mais du coup c'est hyper attendu, puisque tu as fait la présentation. Essayez de sortir une connerie. J'ai adoré Camping quand je l'ai vu. Waouh. Ça c'est de la cinéphilie, vous n'entendrez pas ça dans beaucoup de podcasts de cinéma. Hein. Avec nous un petit nouveau. Il est le quota prolo du podcast. Nous venons tout droit des quartiers nord de Paris. Ah, salaud. Il rentre avec nous pour la première fois dans cette nouvelle saison du podcast. Son prénom est un rappel constant d'un prof de français dépressif. Bienvenue, Élisée. Nique ta mère, camarade. Cordialement. Voilà. Bah bonjour à tous. Bonjour à tous, camarades et camarades. Ouais, c'est Élysée ou Elzé, tu m'appelles comme tu veux. Voilà. Un petit film qui te représente, que tu aimes bien. Non. Non, bien. non. Si je devais en dire un, bah je pense en Al Pacino du début, de quand il était tout gamin et mignon là. Je dirais L'épouvantail de Schwarzenegger. Ça c'est Voilà. la cinéphilie, ça change de camping. T'emmerdes. J'ai adoré Camping quand je l'ai vu. J'ai pas vu Camping. Avec nous, autour de cette table la dernière, qui est une ancienne elle aussi. Elle nous vient d'un pays froid, le nord de la France. Elle est à ce podcast ce qu'est un chocolat chaud en hiver. Mais attention à ne pas plonger sans elle sans bouteille d'oxygène parce que sinon vous risquez la noyade. Bienvenue Marine. En fait t'as des préférés hein. Bonjour. Exactement, j'ai des préférés et je savais pas quoi dire d'autre. Bonjour à tous et à toutes. Déjà très bonne année après cette énorme pause. Donc moi c'est Marine et un film pour me décrire ce serait... J'ai longtemps hésité entre Contes d'été et Les Reines du Drame, mais je pense que ce serait plus Les Reines du Drame parce que ici on est queer, on est cunt et on adore ça. Je suis sûre que Romer était hyper queer et hyper cunt. Et on le oui. sait pas. On n'en a Ouais, aucun doute. on le sait pas. C'est très bien On le caché. sait bien pas. Pour la nouvelle formule du podcast, on a un peu agrandi l'équipe, même s'il y en a qui sont pas encore là. Et ça se voit pas du coup. Ça se voit pas, mais il y a au moins une nouvelle personne. Attention. Waouh. Tout le monde sera pas là tout le temps et vous découvrirez des nouveaux membres de l'émission au fur et à mesure des épisodes, parce que c'est galère de regrouper tout le monde au même moment. Mais j'espère que vous allez apprécier quand même. Et aujourd'hui, épisode de reprise détente, on va parler de nos top films de l'année 2025. Avant de passer au top des films de chacun, petite mention honorable, une personne va... Élisée, si tu veux commencer, nous dire un film que t'as bien aimé, qui est pas forcément le top du top, mais que t'as bien aimé. C'est... Pour dire une mention honorable, c'est pas forcément un film que j'ai moins aimé que ceux que je vais citer après, c'est simplement un film qui est pas... C'est pas un film de fiction, donc il est un peu particulier. Comme ça, c'est le documentaire co-réalisé par l'équipe de Mediapart sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, donc personne n'y comprend rien, qui retrace toute l'enquête de, entre autres, Fabrice Arfi sur les magouilles de ce bon vieux Nicolas. Et là là. je voulais le citer Quel bon parce vieux que Nicolas. déjà c'est quel bon vieux Nicolas. C'est le petit nouveau. Ouais, c'est ça. Ah non, lui, c'est le petit ancien, lui. C'est le grand ancien, tu vois. Ouais, je voulais le citer parce que c'est rare de voir un documentaire performer autant. Ça qui m'a intéressé. Et aussi, c'est un sujet très intéressant. C'est la première fois qu'on a un président de la République en prison, etc. C'est la première fois qu'on a un scandale sur un ancien président de la République qui va aussi loin dans la folie, c'est ça, dans les malversations. Les yaourts, ouais, c'est ça. Maximum de yaourts. Même avant, au moment où juste le contenu documentaire, parce que c'est avant qu'il aille en prison, c'est avant le procès, c'est au moment du début du procès, c'est la première fois qu'on a des telles malversations financières qui vont dans d'autres pays, associations avec des pays terroristes.
Moi j'avais une question parce que du coup j'ai pas vu le documentaire parce que je sais pas pourquoi enfin Que tu j'avais envie- adores Sarkozy et Oui, tu ne parce que voulais je suis pas. très contre ça voilà. et je Elle suis- était au rassemblement. Ouais, et elle je ne l'a crois pas qu'il est dit. innocent et Voilà. c'est une indignité. Bref. Elle a un t-shirt. Vous le voyez pas, mais elle a un t-shirt. C'était toi le grand Renoir qui criait Je t'aime Sarkozy. Et contre toute attente, oui. Je D'accord. confesse, c'était moi. Ok. Donc ma question c'était comment pour un documentaire sur une personne, est-ce que déjà cette personne, donc Nicolas Sarkozy, est dans le documentaire et comment est-ce qu'ils ont construit le documentaire? Est-ce que c'est des images d'archives? Est-ce que c'est des interviews? Parce que du coup j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est et je suis vraiment curieuse de savoir comment il a été fait. Est-ce que on voit Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il a été interviewé pour le documentaire? Nicolas Sarkozy n'est pas dans le documentaire. C'est la pire imitation de Nicolas J'ai Sarkozy. pas pu ever. faire les mouvements d'épaule. Ah bah c'est ça. C'est pas très radiophonique, mais il n'est pas directement interviewé. Je pense qu'il a été contacté par l'équipe de Mediapart. Et qu'il a refusé. Oui, forcément, voilà. Connaissant le sérieux des journalistes de Mediapart. Mais non, il n'est pas directement dedans. Le film, ça va être construit sur des interviews d'experts qui vont parler. Je l'ai vu au début de cette année, de l'année dernière, donc c'est compliqué de m'en rappeler. Mais ouais, il y a des extraits, je crois, d'interviews d'experts qui s'y connaissent bien dans les domaines dont ils parlent. Et surtout, les journalistes de Mediapart qui vont parler sur des images d'archives ou des images des preuves. Il y a beaucoup d'images de documents, par exemple, forcément. Et ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est un documentaire construit un peu comme un reportage. Ok, d'accord. Comme une restitution de reportage. Et c'est vachement bien fait et vachement intéressant. Je pensais pas, à un moment dans ma vie, être content quand j'ai vu Fabrice Arfi arriver à l'écran, comme j'aurais été content si j'avais vu mon personnage préféré. J'étais en mode « Oh, incroyable !» J'ai terminé le film en faisant Fabrice. Mais oui, c'est construit comme un reportage. Mais oui, ça reste un film de cinéma. Ok. Voilà. Bah, c'était très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que, Mao, peut-être tu veux nous parler de ta mention honorable de cette année? Alors, ma mention honorable cette année, ce sera Sirat de Olivier Lax. Olivier Lax ou Oliver et compagnie. Et au début, j'ai pas grand chose à en dire. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu et il est dans mon top. Il est en ton top. Tu le vois demain. Voilà. Non, parce que j'y suis allée, j'avais un ami qui est allé à Cannes et qui a dit c'est trop bien, etc. Et bon, en fait, ça peut être original. Je me le suis mangé dans les dents. Je l'ai revu. Ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Prendre Hein. une bobine de 45 Surtout dans les dents. les gros camions dans les dents, là. Non, surtout, en fait, Sirat, si moi, il m'a autant marqué, c'est parce que c'est le premier film qui... Ok, bon, je ne suis pas réalisatrice, donc je peux pas dire que c'est facile de faire rire, je peux pas dire que c'est facile de faire pleurer, mais pour le coup, je pense que c'est encore plus dur de donner le vertige à un spectateur ou vraiment convoquer ces sens qui sont autres que le rire, la peur, etc., qui sont souvent utilisés au cinéma. J'ai eu froid en regardant Sirat, j'ai senti comme s'il avait du sable dans le nez en regardant Sirat, et c'est ouf comment Les gens le éternuent film... fort, hein. Ouais, c'est ça. Et à propos, Sirat, pour le festival Télérama ou quand il repassera, je conseille d'aller le voir en étant un peu au fond de la salle, dans le sens où il y a certaines scènes qui font sursauter certaines personnes. Et du coup, quand on est au fond de la salle, on voit toute une salle faire « au même moment, et c'est particulièrement drôle. Voilà. Et je pense que j'avais un dernier truc à dire. Je vais évidemment pas spoiler, mais le début du film est somme toute très classique, il puisse se passer un truc. Et ça fait partie de la notion de l'irreprésentable que j'ai étudiée en cours, parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un faire ça plein cadre. Je dis pas que c'est la seule fois, évidemment, parce que je n'ai pas eu la prétention d'avoir vu du tout tous les Comment ça, films. t'as pas vu tous les films? Et tu te prétends cinéphile? Et encore moins l'année dernière où je suis allée très peu en salle, mais voilà. Bah, je suis d'accord, mais j'en parlerai plus tout à l'heure quand je parlerai de mon top. Okay. Voilà, c'est beau, tant de force pour garder l'attention du téléspectateur. C'est terrible, c'est beau, terrible. c'est le watch time, pour le watch time, tout pour le watch time, restez jusqu'à la fin. Ah, si, c'est un film que je recommande de voir plusieurs fois aussi, parce que le personnage du père a vachement décanté ou pas dans mon esprit au fur et à mesure des visionnages. Super, et Marine, maintenant c'est ton tour, hein. Quelle est ta mention honorable cette année? Bah, moi, ma mention honorable, c'est un film que j'avais vu entre gros guillemets, parce qu'en fait je l'avais pas vraiment vu, je m'étais endormie au bout de 20 minutes, parce qu'en fait j'ai eu la chance d'aller au Festival de Cannes cette année, et ce film était présenté en séance de minuit. Sauf que c'était en séance de minuit en deuxième semaine, et j'avais très peu dormi, et on dort très peu là-bas et très mal, et il commence et tout, et là c'est quelque chose de très onirique, avec beaucoup de musique, très peu de dialogue, et moi je suis partie très vite, et le film durait
3 heures. Je me suis réveillée 3 heures après, toute la salle qui sortait en extase, en mode c'était le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Et moi, je me suis sentie tellement honteuse parce que j'avais fait ma meilleure sieste devant et j'avais rien vu. J'avais tous mes potes qui étaient en pleurs devant quand elles sont sorties. Et c'est Résurrection de Bigan. Et je suis retournée le voir lors de sa sortie en décembre et je me suis pris une claque monumentale. Enfin, je crois que j'ai jamais vu un film qui m'a autant émue et je crois que je suis encore sous le choc du film que j'ai vu parce que je m'attendais à voir un truc qui allait me bouleverser, mais je m'attendais pas à être autant bouleversée. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu ici. Moi, je l'ai vu. Je l'ai pas vu malheureusement. Moi, Et je bah- l'ai vu et j'ai pas été tant bouleversé que ça. Ah bon Bah, il y a en fait. Es-tu bouleversable? Bah, je suis bouleversable. J'ai été bouleversé. en larmes au film qui est mon top 1. Bien sûr, mais je suis bouleversable. Mais ce film-là, j'avoue que à part en fait, comme c'est plusieurs segments, il y en a, je me suis un peu fait chier quand même. Hein. Mais- Il y en a, c'est un peu que de la forme pour de la forme et ça me fait un peu chier. Bah, j'avoue que moi, il y a des segments qui m'ont beaucoup plus touchée que d'autres, notamment le segment autour de la magie avec la petite fille qui lit les cartes et le segment du long plan séquence. Où elle respire là, ouais, c'est c'est ça. intéressant. Ce segment-là est le segment, le réalisateur, donc Bigan, qui est chinois, donc le film c'est une coproduction franco-chinoise. Et la musique est incroyable. Elle est faite par M93 et je crois que c'est l'une des plus belles BO que j'ai vues, enfin que j'ai pu entendre au cinéma. Et du coup, je disais quoi ? Oui, il y a un segment de 30 minutes où c'est un plan séquence quasi total sur le nouvel an et les gens y croient que c'est la fin du monde et c'est vraiment magnifique. Et il y a toute une histoire de vampire. Enfin, il arrive à intégrer la magie, le réel dans une histoire et on y croit complètement. Et moi, ça m'a. Enfin, après, je savais que c'était quelque chose de très onirique parce qu'on m'avait dit que c'était onirique et tout. Et tous les retours que j'avais eus, ils me disaient c'est un film tellement onirique qu'il faut vraiment se laisser porter et il faut limite déposer son cerveau à l'entrée et se laisser complètement embarquer. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'intellectualiser le film, juste tu te laisses porter par le voyage. Et c'est vraiment un voyage à travers l'histoire du cinéma, l'histoire chinoise. Et c'est vraiment magnifique. Mais je comprends qu'on ne puisse pas aimer parce que même c'est très très long. Et même moi au début j'ai dormi devant, donc faut pas être fatigué quand on va le voir. Et puis je m'attendais vraiment à y aller, je m'étais préparée en mode oui, je vais être 3 heures dans une salle de ciné, à voir un film chinois, donc c'est pas non plus le truc le plus facile à faire. Mais j'en suis ressortie toute la soirée, j'étais là mais waouh, c'est vraiment magnifique. Donc si c'est votre cam, je vous conseille. Sinon, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top parce que je me suis dit il est tellement à part que j'ai pas envie de le comparer à d'autres films. Donc voilà. Et pour rajouter à tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est un film très intéressant, même si ça vous touche pas forcément, parce que c'est un film qui est très très sensoriel. Oui. Chaque segment se base un peu sur les sens et tout, et c'est très intéressant de voir comment, surtout le truc sur l'odorat et tout, quand il te fait ressentir les cartes et tout, c'est super. Ouais. Oui, en fait, il y a un gosse, son power-up dans la vie, c'est de pouvoir sentir les choses, dont les cartes. Oh. Et du coup, il va voir un vieux. Quelles cartes ? Les cartes des à jouer ou les cartes pour soutirer de de l'argent France à des petits vieux. Non, c'est pas ça. Oui, bon, si, il y a un petit vieux grand magicien, son daron, il le regarde, il lui fait. C'est le daron du petit vieux. C'est un vrai daron, c'est son daron adoptif, du petit. Il vient mais le voir. Je crois qu'il était vieux. Non. Non. Je raconte très mal. C'est le petit vieux d'Akira, les enfants. C'est une entité magique qui s'appelle le Révoleur et qui voyage à travers les différentes histoires. Et en gros, le Révoleur s'incarne dans une sorte de monsieur errant qui rencontre une petite fille errante dans une gare. Et du coup, cette petite fille, elle est je crois qu'elle est orpheline et tout. Elle est juste orpheline, et donc, on sait pas d'où lui, elle vient. il l'adopte et pour avoir de l'argent, il est devin. Et donc, il utilise la petite en disant regardez, elle a un don, elle sait sentir les cartes. Et donc, la petite fille, elle met les cartes devant elle, elle fait genre qu'elle sent les cartes pour les deviner. Et le mec, derrière elle, comme il a des pouvoirs magiques, il devine les cartes qui est, il lui fait un signe. Mais si, je te jure! Il n'y a pas de pouvoir magique vraiment dans cette histoire-là. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment un escroc. Et juste en mode, t'inquiète, j'ai bluffé sur la dernière et c'est passé. Et celle qui a la limite des pouvoirs magiques, c'est la petite. Genre, à un moment, surtout sur la scène de fin, ouais, ça me censure. C'est parce que tu parles trop. J'ai rien dit depuis le début. Mais du coup, sur cette scène, dans ce truc-là, je trouve que c'est la petite plutôt qui a des pouvoirs magiques. Plutôt que le daron. Pour moi, le daron, je dis le daron, mais c'est pas un vrai daron, mais plutôt que l'adulte là qui lui est juste un peu un escroc, dans le sens où c'est un magicien, quoi. Un magicien de la vraie vie. Là, il regarde les miroirs, il fait « Non mais t'inquiète, j'ai regardé dans le miroir, en fait, il y a pas de truc, quoi. » Mais en fait, il y a un truc, c'est l'amour.
Ok, non mais ok. Bon, allez. Je comprends, Ça, c'est je comprends côté, cette lecture. donc, Je voulais rajouter un truc parce que je l'ai pas vu, mais ce que tu disais tout à l'heure sur les segments et les films longs, justement, c'est ce que je préfère dans les films longs parce que l'avantage, c'est que tu as à boire et à manger, que tu peux trouver des trucs qui t'intéressent plus que d'autres parce qu'évidemment, ton cerveau ne peut pas se focus 3 heures. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est peut-être plus casse-gueule encore de faire un film très court, très ramassé parce qu'il faut que tout soit gardable qu'un film long où tu peux te permettre de mettre plus de lenteur ou plus de scènes de transition. Et voilà, donc ça me donne vachement envie de le voir, surtout ta présentation était chouette. Et votre échange dont je n'ai rien compris sera à réécouter plus tard. C'est ok, vois le film et tout sera clair. Et il y a des vampires. Ah oui. Il y a des vampires et des chinois du coup. Il y a des vampires et un film expressionniste allemand en intro. C'est terrible ce que j'ai dit. Ah ouais, c'est formidable. C'était super. Il y a des vampires et des chinois, c'est complexe. Les Chinois. Vas-y Robin. J'attendais que vous me demandiez. Ah là là, franchement, trop d'égo, trop d'égo. pourquoi mon film, mention honorable, est Dans la cuisine d'Enguyen, qui est pas un si bon film que ça, faut le dire. Mais c'est un film, c'est une comédie musicale française sur des Vietnamiens, je crois, immigrés en France, et surtout leur enfant, qui est elle française complètement, et qui va monter un spectacle de comédie musicale, en tout cas passer les étapes du casting, où petit à petit, L'oiseau fait son nid. l'oiseau fait son nid, et l'oiseau surtout se confronte au racisme. Et en fait, c'est Thomas Joly qui joue le producteur de la... Mais non. Mais si, et c'est Thomas Joly qui joue le raciste en fait. Mais non. Et si, et c'est super en fait. Il joue super bien le raciste. C'est louche. Je le suppose d'être vraiment raciste. Thomas Joly, je t'aime. Mais donc, ce film est assez intéressant parce que les comédies françaises, enfin les comédies musicales françaises, il y en a pas tant que ça. Et en plus Annette. des sympas, il y en a encore moins. Annette. Oui, mais Annette, c'était il y a longtemps. Hein. C'est le meilleur film de la décennie des années 2020, je vous le dis. C'est pas fini, mais ce sera Annette. Ce sera le meilleur film de tous les temps même. Non, de la décennie juste. Mais donc voilà, donc, dans la famille d'Enguyen, on suit cette meuf qui est déjà une meuf de genre 35-40 ans, ce qui est assez rare pour le cinéma français et le cinéma en global. C'est une meuf racisée asiatique qui se confronte au racisme asiatique avec de l'humour et de la danse et de la musique, car on adore ça. Et franchement, le film est un peu lourd dans sa mise en scène, mais pour l'exploit d'être une comédie musicale française sur le racisme anti-asiatique, ça a ma mention honorable. Trop bien. Voilà. J'ai une question. C'est quoi le Pas titre le racisme anti-asiatique. Dans la cuisine d'Enguyen. En fait, je crois que t'avais Moi, je croyais que c'était ton introduction. Et non, c'est le titre. Alors, suite à ces mentions honorables qui nous ont ravis évidemment, je vous propose de faire vos petits tops, voilà. Ah oui, je sais, c'est choquant. Donc pour ces tops, Marine, est-ce que tu veux commencer, nous dire quel est ton top de l'année, ton top 2, je crois, on fait ça, 2, 3 films 2, 3, On est 4. 3 films. Eh bien Marine, ton top 3 alors? Mon top 3, c'est peut-être le top d'une autre personne, je ne sais pas, mais c'est Arco d'Hugo Bienvenu, qui a été sélectionné au Festival d'Annecy. Oui, c'est le top de quelqu'un d'autre? Non. Non, pas du tout. J'ai adoré, mais quand même. Ok, d'accord. Tout doux. Hein. Eh parce que c'est un film d'animation français que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui, pour une fois, présente l'avenir, mais pas comme étant quelque chose de dramatiquement tragique et traumatisant et horrible et tire-larmes et oh mon Dieu, tout est en flammes, même si là il y a un incendie. Mais c'est le futur du passé. Enfin, c'est le passé du futur. Oui, c'est ça, c'est le passé du futur. Donc ça raconte l'histoire de Arco, donc un petit garçon magique qui vit dans le ciel dans les années futures, far lointain, quoi. Avec Oxmo Puccino. Exactement. Qui un jour vole la cape de sa sœur et décide de voler alors qu'il n'a pas encore l'âge, donc de sauter et de voler dans les nuages. Sauf que comme il n'a pas encore l'âge, il ne sait pas encore voler et il crée un portail temporel et il arrive dans son passé à lui, qui est notre futur à nous. En genre 2075. Ouais, c'est ça. Et il rencontre une petite fille qui s'appelle Iris et qui la prend sous son aile, quoi. Qui le prend sous son aile. Et donc, c'est une belle histoire d'amitié. J'ai trouvé ça vraiment trop chouette que ça se transforme pas en histoire d'amour cucul à praline et que ça reste vraiment une belle amitié. Et ça nous montre vraiment tous les
tous les aspects de ce monde-là, mais à échelle d'enfant, sans forcément creuser certains sujets c'est un aspect que j'ai bien aimé, que ça explore pas tous les sujets non plus. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on n'ait pas à tout nous expliquer et ceci c'est parce que nan. Et du coup ça nous laisse l'interprétation. Et en même temps, je trouve que ça nous prend pas pour des débiles en nous expliquant de A à Z comment le monde est construit. Et voilà. C'est marrant que tu le mettes dans ton top. Je me doutais qu'il y était parce que moi, ça aurait pu être ma déception 1 ou ma déception 2, Arco. Et pour le coup, je suis en désaccord sur 2 points que tu as donnés. Justement, je trouve pas que ça soit caractérisé comme une relation amicale, d'autant plus la scène qui se passe sur le toit. J'en dirai pas plus, où il y a un échange avec un autre personnage, et je trouve justement que c'est romantisé à ce moment-là, et ça m'a un peu dérangée parce que je voulais une relation amicale, mais pour le coup c'est vraiment un truc interprétatif, donc ça dépendra vraiment du spectateur. Et pour le coup je suis d'accord sur le fait que c'est bien de pas tout expliquer, etc., mais pas au détriment quand c'est à la limite d'être incohérent. Moi j'ai un peu de mal avec la représentation des adultes dans le film, où j'aurais bien aimé qu'on me dise une phrase sur les adultes, sur pourquoi ils ont tous des putains de lunettes. Ça, pourquoi... c'est pour éviter d'animer les yeux. Ouais. Aucune consistance dans l'univers. Il y a aucune consistance dans l'univers, mais il y a plein de trucs où là, je les ai plus en tête, je retrouverai pas mes notes parce que c'est quand je les avais vus, où j'étais ouais, mais là ça me pose souci. Ouais, mais là t'aurais pu l'expliquer. Ouais, mais là. Non, en fait. Et c'est un film qui est super chouette, l'animation est géniale et les personnages sont très bien caractérisés pour le coup. Alors comme m'a beaucoup touché, ses parents les voient pas beaucoup et sa sœur non plus, mais je les trouve très chouettes. Les espèces de 3 bras cassés avec leurs lunettes, c'est pareil, mais en fait je trouve que c'est un film c'est un premier film adapté d'une BD. Alors oui, c'est un premier film et c'est pas adapté d'une BD, c'est juste que l'auteur est un auteur de BD à la base. Arco, pour le coup, c'est un premier film, donc c'est normal qu'il y ait plein de couacs. Moi, j'adore les premiers films, et justement aussi grâce à ça, ou à cause, bref. Mais par contre, moi, j'ai aussi du mal avec la réception, où tout le monde me l'a plébiscité comme un énorme chef-d'œuvre. Alors qu'en fait je vois un film avec plein de petits défauts, et là pour le coup ça m'a gênée. Mais je comprends, mais moi en fait ce qui t'a déplu c'est ce qui m'a plu. Mais oui, c'est le ça, fait que les parents soient pas là, le fait qu'on voit pas les adultes, moi c'est un truc qui m'a vraiment plu. Genre j'étais là genre ils sont pas là et on sait pas pourquoi, et genre j'ai trouvé ça trop chouette. Je suis un peu d'accord avec toi sur le fait qu'on voit pas les adultes, parce que le cinéma français a un gros écueil sur tous les films où on voit des enfants. C'est que le cinéma français est un cinéma de comédiens, et comme les comédiens enfants sont difficilement marketables, du coup on ne voit que les adultes tout le temps. C'est le gros problème pour moi des films où il y a des gamins dans le film français, donc c'est intéressant de voir un film débarrassé des adultes, ça fait plaisir. Moi j'ai un autre petit problème avec Arco, qui va avec la remarque que nous a fait le camarade Robin. Oh putain, je parle comme un trotskiste. Mais faut peut-être se remettre en question. Hein. Mais oui, bon, comme à dire le copain Robin, qui dit qu'ils ont tous des lunettes pour pas animer les yeux. Il y a certains moments où ça m'a fait un peu cet effet-là. Le fait j'ai l'impression que l'univers manque de fou de vie. Ah, grave. J'ai l'impression qu'on a une maison habitée et plein de maisons vides. Et alors que Charles, votre camarade Ziggy, qui est un ami à moi, qui m'a fait remarquer, on n'a pas vu ensemble le film, mais on l'a vu tous les deux, qui m'a fait remarquer, ce détail n'a aucun intérêt. Oui, tout le monde a vu ce film. Qui m'a fait remarquer que dans le film, il y a plein de moments où on a l'impression que les robots font tout. Sauf dans le supermarché où il y a plein d'humains d'un coup. Et puis les trois Zanzino là, avec leurs lunettes, qui sont les meilleurs personnages de l'année, de la décennie. Ah oui. Meilleur qu'Adam Driver dans Annette. Mais oui, donc les 3 camarades avec leurs lunettes, ils sont très sympathiques, mais on comprend pas très bien pourquoi ils n'ont pas de robots non plus, pourquoi eux vivent dans leur van Volkswagen, même s'il n'a pas de roue, pourquoi eux vivent comme à notre époque alors que tout le monde vit différemment. Il y a certains trucs d'incohérence interne qui font que le film est très intéressant, mais je lui trouve certains problèmes. Je ne suis pas comme Mao à dire que je le mettrais dans une déception. Je l'ai pour le coup vraiment bien aimé. Il y a certains trucs... Mickey, ouais. Je t'aime, tu es le meilleur robot après Wall-E. Ouais, Mickey, quel énorme goat. Et ouais, il y a surtout dans le traitement des personnages, il y a des trucs intéressants. Le personnage de Mickey, le personnage même de Arco, qui est sympathique dans son aspect de... courageux comme un gamin mais complètement perdu, etc. Ça le rend vraiment très sympathique. Mais il y a certains trucs j'ai l'impression que ça a manqué d'un producteur qui se disait bah, c'est très bien, mais là il manque un truc quoi. Il a manqué d'un autre regard. Après, voir un peu un premier jet. Aussi
La déformation, je pense, de la profession d'auteur de BD qui fait ça, parce que les BD qui développent des univers en 120 pages, c'est rare. Et Hugo Bienvenu a beaucoup ça, c'est des petites histoires dans des univers qu'on comprend pas grand-chose. Et je pense que c'est aussi ce qui joue, c'est moi ce que j'aime bien, hein, parce que je suis... Étonnez-vous, je suis fan de BD. Oh là là, personne ne le savait. C'est dingue. Donc ouais, franchement, moi... voir un auteur de BD aussi important que Hugo Bienvenu faire son premier film, ça donne de l'espoir pour la suite aussi. Quoi. Je pensais à un truc aussi. Pour le coup, je n'ai vraiment pas l'œil pour les faux raccords au cinéma et je m'en fous. Encore plus quand c'est de l'animation. Mais là, pour le coup, c'est la première fois que j'en voyais dans un film avec le personnage du bébé. Où il y a un moment où ils sont... Ok, halluciné. Hein. Non, c'est vrai. Mais quand ils sont dans le tunnel... Ok, Links aussi. Quand ils sont dans le tunnel, la gamine dans son espèce de berceau qui se téléporte, là, qui vole, elle est tantôt du côté droit et viouk, elle est du côté gauche et viouk, elle disparaît au plan d'après. Et en fait, je l'ai pas du tout pris comme un défaut parce que moi, je me suis focus dessus, ça m'a fait énormément rire. Voilà. Mais sinon, pour le coup, si j'avais aussi un problème, tu parlais du supermarché où... en fait, les robots font tous les tafs, mais il y en a certains où ils les font pas et c'est hyper arbitraire. Les parents, tu les vois, mais ils ont pas de lunettes, alors que tous les adultes en ont. Pourquoi ils ont pas de lunettes ? Le père a des lunettes, pas la mère. Oui, non, mais voilà. La daronne a des yeux, comme la colline d'ailleurs, mais le daron n'a pas d'œil car il n'a pas d'émotion. Il est juste fille, tu mens, c'est pas bien mentir. Par contre, gros. une chose. Pour le coup, c'est pas du tout un film que j'ai pas aimé. J'étais un peu déçue parce que je trouve qu'on a fait énormément. Il y a beaucoup de films où on en parle beaucoup, du coup ça fait une déception. Et je sais que moi je parle beaucoup de films que j'adore et du coup je peux décevoir les gens. Mais il y a un truc que j'ai adoré pour le coup, c'est les séquences de vol que je trouve absolument géniales. Celle avec les coussins sur le sol du jardin, elle est trop forte. Et aussi, c'est un film qui consomme bien ses références dans le sens où maintenant j'ai l'impression que c'est facile de référencer des choses, mais il en faut pas quelque chose avec. Et là, par exemple, il y a des trucs qui m'ont fait penser à Chihiro et je trouvais que c'était bien amené. Tu penses que la musique serait un peu pompée des films de Miyazaki ? Je crois pas, non ? Non, moi je te parle de l'animation, mais la musique, pour le coup, ça m'a gêné, oui. Ouais, non, la musique, c'est un peu... La musique, c'est un peu abusé, mais c'est pas très grave. Après, c'est 3 notes, hein, mais c'est les 3 mêmes notes. Il sera pas du tout dans l'épisode parce que je pense que personne n'a mis dans ses tops. Mais les Bad Guys 2, est le film qui a le mieux consommé ses références de l'année, où c'est génial de J'arrête les chercher. Voilà, regardez les Bad Guys 2 et je t'emmerde, Robin. La scène du Silence des Agneaux est magistrale. Oui, et comme on a fini de parler d'Arco, Mao, dis-nous, c'est quoi ton top 3 ? Mon top 3, c'est Frankenstein de Guillermo del Toro, que j'ai eu la chance de voir en salle. La chance. Voilà, que je n'ai pas payé, puisque c'est ça d'avoir des contacts et surtout des amis cinéphiles. Et c'était trop cool. Je suis énorme fan de Frankenstein, le livre de Mary Shelley. Je l'avais lu au lycée, on l'a vu au lycée au cinéma, et c'est peut-être le film que j'ai le moins aimé à cette période-là, parce que... Le film de... Avec Boris Karloff. Bien sûr. Voilà, et je me rappelle deux plans dans ce film, le plan de fin qui m'a scandalisé, et le plan du milieu où la chose balance une gamine dans la flotte, et la gamine meurt. Mon et en rêve fait, de faire ça. toute la salle a rigolé parce qu'on n'en pouvait plus du film. Et donc, t'imagines des 3 niveaux de collégiens qui explosent de rire quand une gamine meurt. Après, vous aviez 13 ans, quoi. Ouais, et les profs étaient outrés. Mais voilà, quelqu'un d'autre a vu Frankenstein ? De Karloff ? Non, de Del Toro. Non, car je regarde pas de films Netflix, en fait. Je me respecte, en fait. Ouais, mais c'est ça Non, qui est je rigole. chiant. En vrai, non, ça avait l'air sympa, mais faut que je regarde. J'ai juste pas eu le J'aimerais temps. beaucoup le voir. Le film est magnifique, il est merveilleusement adapté. Et en fait, c'est terrible de se rendre compte que des films comme ça, ils soient sur Netflix pour être produits, quoi. Moi, ça me fait chier qu'on en soit juste pas beaucoup à l'avoir vu en salle, en fait. Tout le monde a a pas. Il y a eu une séance, ils abusent. Il y en a eu 3-4. Oula. Tout le monde n'a pas de vidéoprojecteur. Il y a une à la Cinémathèque, donc ça fait 4. Tout le monde n'avait pas de vidéoprojecteur chez soi. Et en fait, là, il y a plein de gens qui l'ont vu sur ordi et téléphone. Et je veux bien qu'il y en ait plein qui ne voient pas le problème à voir des films sur petit support. Mais pour le coup, Frankenstein, c'est une connerie de l'avoir sur cette taille-là. Mais d'un autre côté, les gens n'ont pas de thunes, donc c'est pas de leur faute. Mais voilà, c'est très, 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 très Dans la bien, France à Macron, les gens n'ont pas de thunes. Qui l'eût cru, hein ? Waouh. Et je trouve une adaptation chouette parce qu'il fait... En fait, je suis un peu partagée avec les adaptations parce que d'un côté, j'aime pas quand on fait des adaptations littérales parce qu'en fait, le travail, c'est
pas pour rien qu'on dit une adaptation. Si tu fais la même chose, ça ne sert à rien de voir le Oui, on film. s'en bat les couilles. Mais si tu changes trop de trucs, moi ça me fait chier aussi. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il est au juste milieu. Et dernière chose, après je laisse parler à mes camarades, Jacob Elordi dedans, j'étais pas sûre. Ouais, c'est lui. Je crois qu'il est beau. Hein. C'est Non, ça mais qu'ils disent sur Internet. Hein. Jacob Elordi en la chose, en fait c'était brillant comme idée quand tu le vois. Beaucoup En mieux salle. que la chose des 4 Fantastiques. Jacob Elordi dans La chose des 4 fantastiques. Parce que ça change vraiment le regard de la chose au cinéma. Et Oscar Isaac en Frankenstein, démon. J'ai pas encore vu le film. Je dis juste une anecdote sur le rapport de Del Toro à Frankenstein, anecdote que j'ai piquée à Rafik Djoumi du podcast Ok, Total halluciné. Tracks, qui est un mec génial. Allez regarder ce qu'il fait, il est super. Et lui disait que la première fois que Del Toro a vu le Frankenstein de Karloff, lui, il a eu une révélation divine quand il a vu le film. Il a dit « J'ai pas vu un film de monstre, je viens de voir apparaître Jésus devant mes yeux ». D'où le fait que toute sa vie, il a voulu adapter Frankenstein. Voilà. Je crois que t'allais dire la Bible. La Bible, ouais. Mais c'est pour Non, ça ça que c'est le prochain film de Nolan, la Bible. La Bible 2. La Bible Non, mais- 7. c'est pour ça que Frankenstein, le livre de Mary Shelley s'appelle Le Prométhée moderne. C'est complètement l'allégorie, elle a déjà été... Tu penses que Marie Shelley a réfléchi avant de nommer son bouquin? Je crois pas. non. Waouh. T'es en train de dire que les femmes ne réfléchissent pas? Ouais. Non, que les auteurs ne réfléchissent pas. Misogyne. Pas du tout. J'adore les Europhobe. femmes, je les connais toutes. Il y a ma maman, C'est il y a pour toutes ma les femmes. sœur, Il y a ton il y a papa. mes amis. Et voilà, il y a pas d'autres femmes de toute façon. Il y a Shakira aussi. Il y a Shakira, il y a Madonna, il y a Charlie XCX. Bon, je vais arrêter de citer toutes les femmes. Vous avez bien vu que je suis un immense féministe. Ça, on dirait Sardou qui parle. J'adore les femmes, je les connais toutes, par contre, qui ferment leur gueule. En parlant de Shakira, mon top 3 de l'année, ça serait Zootopie 2, je pense. Bizarrement, je pense que c'est le meilleur film qui est sorti cette année. Même si c'est mon top 3. À d'autres. Ah, J'ai vu sans déconner. Zootopie 2, c'est quand même Non, vachement c'est le même en film tout que cas le le film sur lequel les gens ont le mieux travaillé Oui. cette année. Le niveau de travail à l'écran dans ce film, je connais pas le budget, je m'en souviens plus. Probablement infini x 2. Oh, Comme pas c'est tant, Disney. parce que les nouveaux films d'animation de Disney se font salement sabrer hein, en ce moment. Mais oui, plus que tout le reste. C'est l'Amérique de Trump. Hein. C'est l'Amérique de Macron. Hein. Le film de Jared Bush et Byron Howard est ouais, c'est un monstre de travail et d'application, ce film. Chaque demi-pixel de l'écran est réfléchi. Il y a un nombre de références extrêmement bien digérées, comme tu disais tout à l'heure, qui sont fous. Vraiment, il y a un nombre de petites vannes, de petits trucs qui devraient être complètement invisibles dans d'autres films, mais qui là, pour moi, font vraiment le sel du truc. C'est comme le gros sel dans les gâteaux au chocolat. Vraiment, le niveau de travail est incroyable. C'est incroyable dans ce film. Et la seule raison pour laquelle je le mettrais pas en top 1, pour ça, même la musique est géniale. Bon, bref, la seule raison. Non, Non, il y a pas de plagiat. Non, c'est pas du plagiat de Miyazaki. Il y a plus du plagiat de Shining que de Miyazaki. c'est pas du plagiat. Voilà, C'est une ultra bonne référence. Sachant qu'en termes de référence à Shining, le labyrinthe, elle est rarement faite. Oui, mais bon, moi je trouve que les références sont un peu trop appuyées. On a beaucoup ça m'a parlé, fait vous un avez peu beaucoup trop parlé de moins Substance l'année dernière dans ce podcast. Vous parlez de mauvaises références à Shining. Non, mais je suis d'accord sur tout ce que vous dites, monsieur. Mais, ouais, je trouve les références un peu trop appuyées quand même dans le Il film. y en a certaines qui sont trop appuyées, mais il y en a certaines qui sont très drôles. Il y a une référence Oui. à Van Damme qui est Non, géniale. mais bien sûr. Et moi, ce que je retiens surtout du film, c'est les jeux de mots. Ah, il y en a des super. Putain, il y en a des super. Dans les noms des animaux, forcément. Ah ouais, oh là là. Mais- Pff, ça m'a eu. Hein. Au début, je m'attendais à rien. J'étais là, le premier jeu de mots. Ouais, il tape. Hein. Mais ouais, tout ce film est. Si on oublie 5 minutes qu'il est pro-keuf, tout ce film. Oui, mais il est antiraciste. Ouais, un peu. Faut-il pas refermer la police? Bah. Bon, on va pas partir sur un. Nique Oui. sa mère à tous les keufs du monde. Exactement. On peut partir voilà. là-dessus pour commencer. Mais il y a des débats intéressants là-dessus, mais on les aura pas aujourd'hui. Moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est surtout sa fin. Je sais pas si je peux Oui, on spoiler. spoil le fou, ouais, c'est bon. Je me ferme mes oreilles. Non, mais ça va, c'est Zootopie 2, c'est la même fin que dans le 1. hein. Ouais, c'est la même fin que dans le 1. c'est la même fin que dans le Franchement, 1. le film Et- 1 est sorti il y a 15 ans, c'est bon, on peut spoiler. Et même, ça me gênait pareil dans le 1. Ils ont un rapport à la corruption qui est très, C'est très ok. qui est très ok.
C'est-à-dire qu'on a trouvé le méchant qui a corrompu la ville de Zootopie depuis 250 ans. La police a fait « Arrête, méchant !» Et donc il est en prison. C'est mieux qu'en France. C'est ça, quand on est au milieu de l'affaire. Pas au bout de 21 jours en France. C'est ça. Quand on est au milieu de l'affaire Sarkozy ici en France, quand on a Trump qui est président des États-Unis, ça fait grincer des dents, malheureusement. C'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Ouais. J'ai pensé aussi... j'ai vraiment pensé à le mettre top 1 ou top 2 de ce film. Mais ça m'a vraiment gêné. C'est important de bien finir ces films, parce que sinon ça laisse un goût de merde dans la bouche, forcément. Et ouais, mais à part ça, c'est vraiment un excellent film. Moi, je peux rajouter 2-3 trucs que j'avais beaucoup aimé aussi, Zootopie 2. Je suis allée le voir en VF délibérément parce que je voulais vraiment voir le travail qu'ils avaient fait en VF dessus et on m'avait dit qu'il était vraiment chouette. Il est incroyable. Notamment Mr. V en Jésus qui marche sur l'eau et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est Mr. V. En faisant Excellent perso. Exactement. Et le truc qui me plaît vraiment dans Zootopie, c'est vraiment jouissif de le voir et j'ai passé un moment incroyable. C'est que limite, l'histoire est entre guillemets assez facile à comprendre vu que c'est pour les enfants, sans forcément les prendre pour des cons. Et du coup, moi, je m'amuse vraiment à regarder tout autour de l'écran parce que j'adore les détails. Et le truc que j'avais adoré dans le 1 aussi, c'était tout le monde lorsque tu arrives dans le train, tu vois les différents écosystèmes et tout, et puis tu as son petit micro-ondes où elle fait chauffer sa carotte dans son plat, et je trouve ça mais tellement incroyable de voir les petits détails qui font que, en fait, si le monde actuel était pour les animaux, qu'est-ce que ça donnerait? Et genre toutes les petites portes, les salles de gym avec les éléphants qui courent sur les gros tapis, avec les souris qui courent sur les tout petits tapis, et puis la référence au parrain avec les gros ours et tout, et puis le mec qui est minuscule, et enfin, je trouve Comme ça dans le premier vraiment film. trop chouette. Et aussi, ça faisait longtemps que... Ah oui, et du coup, pour terminer le truc que j'étais en train d'avancer, c'est que comme c'est le 2, eh ben, ils ont déjà présenté l'univers, ils ont déjà présenté le monde dans le 1, et du coup, ils pouvaient grave s'amuser avec l'exploration du monde, découvrir des nouveaux trucs, découvrir des souterrains, des endroits un peu cachés et tout. Et ouais, ils ont grave expand the map. Et je trouve que les scénaristes et les réalisateurs, ils se sont tellement amusés à faire le film, et ça fait vraiment du bien de voir des réalisateurs, des animateurs qui s'amusent à faire un film et qui prennent vraiment plaisir à faire un film. Et voilà. Et aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas été surprise et sur le cul par un retournement de situation. Vraiment, lors du retournement de situation final, que je ne vais pas dire, oui, non, enfin, je sais pas. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment convaincue que c'était pas, enfin, que cette personne n'était pas malfaisante. Et lorsqu'on a eu la révélation, j'ai vraiment fait un dans tout le cinéma, et après j'ai explosé de rire tellement ça m'avait, mais j'étais là, mais non, parce que au tout début, je m'étais dit non, mais c'est sûr, lui, il est trop louche. Et après, on m'avait tellement convaincu que c'était pas le cas, et après si, au final. Et vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était du génie à quel point ils y sont arrivés. Et aussi, ça faisait longtemps que, parce que dans un film d'animation, c'est sûr que les gentils y arrivent à la fin. Et ben là, j'ai eu peur. C'est pour la première fois. Film d'animation pour enfants. Oui, film d'animation pour enfants. Oui. Bah du coup, pour un film d'animation pour enfants, Disney, Pixar, là pour le coup, où j'ai vraiment eu peur, et je me suis dit mais Disney, pas Pixar. Ok, d'accord. C'est la Disney. même boîte maintenant. Oui, mais c'est pas le même studio, c'est pas les mêmes gens qui bossent. Ok. Bah du coup, pour un film d'animation Disney, c'est vraiment, j'ai eu peur pour eux. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, mais comment ils vont y arriver, et tout. Et comme dans le 1. Et bah du coup. Voilà. Exactement comme dans le 1. Le moment de la cabane qui s'effondre, moi c'est un vrai moment où j'étais cramponné à mon siège. Oui, c'est vachement bien. Ah oui, mais c'est incroyable. Puis C'est vraiment chouette. Petit renard. Oh là là. Putain, mon petit Oh là renard. là. Et malgré les commentaires de pisse froide de notre camarade depuis tout à l'heure, je trouve que c'est une excellente suite. Bien sûr, il récupère des aspects scénaristiques du 1. C'est obligatoire. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Enfin, c'est trop le 1, quand même. Ah ouais. Enfin, c'est quand même un peu le... C'est quoi la morale du 1? C'est le racisme, c'est pas bien. Non. Début du film 2, il y a du racisme. Non, la morale du 1, c'est pas le racisme, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Déjà. Et Non, mais déjà, mais bon... En plus, non. Mais... c'est déjà... non, mais la morale tous du 1, c'est personne pas méchant. Mais oui, mais c'est pas pareil, mais une avec question des sur le serpents. racisme. Oui, bon, si tu veux. Pour moi, je vois beaucoup plus une question de classe qu'une question de race dans le 1. Ouais, si tu veux. C'est parce que, encore une fois, tu le vois directement dans le film. Même dans le 1, bon, c'est impossible de pas le voir directement. Pour moi, en tout cas, je l'ai vu directement. C'est tous des mammifères. C'est tous des animaux à poil, quoi.
Avec des vêtements. Avec mais... des vêtements, ouais. Parce que j'ai eu des choses de Zootopie à poil, c'est pas les mêmes sites. Terrible. Terrible. Mais oui, le 1 est beaucoup moins un film. C'est un peu un film classique. C'est une structure classique de film américain. Personne ne pensait qu'ils allaient y arriver. Et pourtant, avec le petit gars de la rue et la petite meuf de la campagne qui vont se mettre ensemble pour arriver à bout de cette ville qui a tout à offrir et qui pourtant les laisse sur le côté. C'est... San Francisco, vraiment, tu viens de pitcher la chanson. Qu'est-ce que tu racontes? Donc pitcher la chanson San Francisco avec des renards et des lapins. C'était pas dans mon bingo. Ni bingo 2025, ni bingo 2026. J'ai mis toutes les syllabes dans le mauvais ordre. C'est ok, ce sera fait au montage. Mais oui, je trouve que c'est pour le coup vraiment une excellente suite. Parce qu'on étend le propos. Je vois ce que tu veux dire. On parle pour moi d'une question de classe à une question de racisme. Et aussi, comme tu le disais, on découvre plus la ville. On la connaît. On découvre des nouvelles parties. On va découvrir l'endroit où il y a les animaux marins qui vivent. Qui est génial d'ailleurs. Et la neige aussi, on n'y passait pas beaucoup de temps. Hein. Là, Dans il y a la pas neige. mal de trucs de On y pays est passé enneigés et un peu tout. aussi lors du 1, lorsqu'ils vont chez le parrain, disons. Ouais, mais tu vois, c'est genre vraiment 5 secondes. Mais là, je trouve que c'est vraiment... après, il y a aussi l'exploration de la zone des serpents et tout, mais ouais. Et il y a grave ce truc aussi je trouve, de réminiscence de la conquête américaine un peu, d'un peuple qui a été chassé petit à petit, qui a été affamé. Et là, le fait qu'ils en parlent et qu'ils le fassent, pardon, ce sera coupé au montage. Pas fait au montage. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça très très chouette qu'ils le mettent dans le film. Voilà. Et toi, ton top 3? Merci, j'ai failli attendre. je croyais que tu allais dire voilà, je suis triste. Je vais le virer du podcast. Moi aussi. Vous ne pouvez pas, c'est moi qui ai le Tu matériel. nous laisses les micros. Moi, dans mon top 3, j'ai mis un documentaire. Copieur. Soundtrack to coup d'état. Soundtrack to a coup d'état, évidemment. Ah, c'est vachement J'ai bien. hésité entre ça et le truc sur les taureaux, la corrida, la Tardes de Soledad. Tardes de Soledad, qui sont... Mais en fait, Tardes de Soledad, tout le monde en a trop parlé. Et c'est vrai que le film est exceptionnel, en fait. En vrai, genre, tu regardes le film, t'es là, tu fais... C'est 3 heures de taureaux qui meurent. Et qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour que je regarde ça, en fait? Non, mais c'est vrai. Mais J'avais envie de le voir, j'ai plus envie de le voir. c'est vraiment... C'est un terrible pitcher. Mais alors, le film, c'est vraiment un mec dans une bagnole, un taureau qui crève pendant 15 minutes, un mec dans une bagnole, un autre taureau qui crève pendant 15 minutes, un mec qui s'habille, un mec qui est dans une bagnole, un taureau qui crève, et ça pendant 2 heures. Mais les scènes de corrida sont atroces, c'est exceptionnel comme film, mais j'ai parlé de Soundtrack to a coup d'état. Ça raconte l'histoire parsemée de l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était dirigeant du Congo pendant 3 semaines et demie, à peu de choses près. Président. Oui, président élu, oui. Et qui était étonnamment anti-impérialiste. Et la Belgique a décidé que c'était pas cool. Anti-impérialiste et surtout anticolonial. Anticolonial, évidemment, anti-impérialiste, anticolonial. Il était pour un panafricanisme, etc. C'était le GOAT du Congo. Mais les États-Unis et la Belgique a dit alors vous êtes indépendants si vous voulez, mais c'est nous on choisit le dictateur parce que quand même ça marche mieux quand On pourra le kidnapper. voilà c'est ça. Et après ils pourront le kidnapper. Bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Lumumba. Hein. C'est vraiment oui t'es élu, pas de souci. Mais Et pas ensuite- longtemps. Et après le roi de Belgique a dit oui bon quand même on leur a donné l'indépendance. Faudrait pas non plus qu'ils commencent à faire des trucs différents de ce qu'on a décidé pour eux. Donc la CIA est arrivée, ils ont tenté de l'assassiner, tout ça à plusieurs reprises. Et le film, ce qui est surtout très intéressant dans le film, c'est que c'est un documentaire qui change un peu sa forme de ce qu'on a l'habitude de voir dans les documentaires historiques, avec une voix off qui va te dire en 1844, le prince machin a décidé de Mourir. a décidé de mourir, exactement. Rip à lui. Là, non, les explications de texte, en gros, sont faites par des articles de journaux qui viennent se placer ou des acteurs contemporains qui n'ont pas forcément d'explication, de lien direct avec Lumumba. Il y a par exemple un plan, une idée de montage qui est vachement cool, où tu vois des industriels de l'époque du Congo qui discutent sur comment gérer l'industrie locale maintenant qu'ils sont un peu plus libres.
et ça cut et ça t'envoie sur une Tesla et tout, et sur les trucs comme ça. Et ça, c'est vachement stylé. Le film est trop stylé. Il y a plein d'idées de montage pour raconter ça et c'est super. Il dure combien de temps le film? Est-ce qu'il dure plus de 2 heures, plus de 3 heures ou alors Il il dure est... 150 minutes selon Letterboxd. D'accord. Donc Bon. 2h20, un truc comme ça. Et ce qui serait intéressant aussi dans ce film, c'est le rapport à la musique. Oui, évidemment, bien sûr. Tu me jettes des fleurs. Et pas que des fleurs, jetons-lui des pierres. Avec plaisir, j'adore ça. Mais donc oui, évidemment, c'est soundtrack, évidemment. Et ça vient parler de comment le jazz noir américain a été important dans cette lutte-là de l'antiracisme, de l'anti-impérialisme, de l'anticolonialisme de l'époque. Et encore aujourd'hui, évidemment, puisque le film fait beaucoup de rappels au présent, beaucoup de choses comme ça. Enfin, le film est vraiment exceptionnel, il faut voir ça. Important dans la lutte, mais aussi important dans l'assassinat de Lumumba. Oui, bah oui. Mais ça, on n'en parlera pas trop. Oui, mais il On faut va pas voir le spoiler film, l'histoire. faut voir le C'est film, comme le avec film le est procès super. Goldman, faut pas ouais. Bah le procès Goldman, à la fin, il meurt. Non mais le parallèle que j'avais fait, c'est qu'on m'avait dit faut pas spoiler le procès Goldman, alors que comme c'est une histoire vraie, genre ils se renseignent sur Wikipédia. Oui, mais après Tu regardes Usual Suspect sur Wikipédia, t'es spoilé. Hein. T'es con, Élysée. Après, le film a ça d'intéressant qu'il est vraiment très... Enfin, il fait vraiment des dialectiques qui sont assez rares entre la musique, la politique du Congo, le présent, tout ça. Et ce triptyque de thématiques est assez unique à ce film. Et je pense que rien que pour ça, il est très intéressant. Si ce n'est sa réalisation qui est splendide, à mon humble avis. Assez étrangement, sur la question de cette manière de mettre en scène, manière de mettre en scène, il m'a beaucoup fait penser, a posteriori forcément, à l'agent secret qui est en salle en ce moment. Ouais, faut que j'aille le voir. Au ce moment, Il on est enregistre. incroyable. Il est incroyable. Ouais, il est très très bon. Avec cette manière de penser le montage, de penser la narration, etc. me fait penser à une très bonne scène de jambes qu'il y a dans l'agent secret. Je n'ai pas spoilé ni cette scène ni le film parce que c'est très très bien. Et aussi ce rapport à l'histoire. Le rapport au passé et le pourquoi on en a besoin dans le présent. Allez voir Soundtrack to Coup d'État et allez voir l'agent secret. Même si ça dure 3 heures. Ouais, mais il faut trouver les 3 heures. Je trouverai ces 3 heures pour l'agent secret. Mao, tu nous présentes ton top 2 ? Avant de parler de mon top 2, je fais une brève contextualisation puisqu'il m'est arrivé la même chose quand j'ai vu l'histoire de Suleiman l'année dernière. La différence, c'est que mon top 2 est pas du tout sur le même registre que l'histoire de Suleiman. Mais l'histoire de Suleiman se passe dans le 18, 19 et 20e arrondissement. Et il y a tout un plan sous le pont Stalingrad, La Chapelle, etc. Et à un moment, il passe près du MK2 qui est de l'Orchestre. Et moi, j'avais été voir au MK2 qui est de l'Orchestre. Et du coup, c'est mon cinéma préféré de Paris. Donc là, j'y suis retournée cette année. Et le film que j'ai vu s'ouvre littéralement, je crois, sur le pont, du coup, entre Jaurès et Stalingrad. Et ce film, c'est Nino. Et Nino, c'est génialissime. Voilà. Je suis d'accord, Nino, c'est très très bien. J'avais noté le nom de la réalisatrice sur Ticket de caisse. Pauline et le ticket Loquès. de caisse, merci. Ça ressemble à Ticket de caisse, pardon. Mais du coup, Pauline Loquès, c'est son premier film. C'est son premier long métrage. Elle a fait seulement un seul court métrage avant. De toute façon, La Goutte. de toute façon, les premiers films, je crois que chaque année, j'ai au moins un premier film dans mon top 3. Il est merveilleux. Je trouve que le jeu de l'acteur principal est terriblement chouette. Et comment pitcher Nino ? C'est un mec, C'est un mec. il a le cancer, Non, et après mais- il vit un C'est week-end comme un normal. Cléo de 5 à 7, Ouais, mais aujourd'hui c'est avec ça. un mec qui attend ses résultats de dépistage de cancer. Ouais. Et... Non, il les attend pas. Bah, Il les a. Non, Il les a au début du oui, film. il les a au début du film. Il attend sa première chimio. Ah oui, Il attend sa première chimio et en fait My tout bad. tout l'enjeu c'est que Comment il va l'annoncer à ses proches, etc. aussi un des enjeux majeurs c'est qu'on lui donne une petite boîte pour qu'il se pignole et qu'il mette son sperme dedans parce qu'il faut qu'on congèle ses spermatozoïdes. Titre bizarre. Voilà. Sauf que la salle pour faire ça n'est pas disponible dans l'hôpital, elle est en travaux. Et du coup, on lui donne la petite boîte et on lui dit « Bon, vous vous arrangerez pour le faire. » Sauf que Nino, comme il a un cerveau de moule, il a perdu ses clés. Donc, tout l'enjeu, il y a plein d'enjeux dans le film. Celui d'annoncer ou non son cancer et aussi l'enjeu de réussir à se branler hors de chez soi et de mettre son sperme dans une boîte. Et juste le présenter comme ça a l'air d'être un film très crado. Je m'excuse, je ris.
Et parce que j'ai beaucoup de blagues salaces qui passent dans mon esprit et ça déconcentre Bah Mao, oui. je suis désolé. Non mais surtout que je fais exprès de le présenter comme ça parce que Nino c'est tout l'inverse en fait, c'est un film qui est très doux, très poétique, assez amer quand même. Il est pas juste oh là là c'est joli, non, on parle quand même d'un mec qui a le cancer et qui est super triste. Moi même si c'est pas verbalement dit, je pense Déjà, si Nino parlait dans le film, ça se saurait. c'est ça, et on voit vraiment quelqu'un de très mélancolique et il a des yeux tristes, cet acteur. Donc je m'inquiète aussi pour l'acteur du film. Il y a une actrice dedans, celle qui joue son ex-compagne, où il y a une scène avec des bocaux, je crois, dans son je suis pas sûre des bocaux, mais en tout cas dans son appartement à elle. Je crois que c'est l'actrice du livre des solutions, si je me trompe pas. Peut-être. Je sais plus son Je nom, n'ai mais aucune elle idée est, de qui elle tu est parles. géniale cette femme. Son ex. Ouais, non mais ouais. Et son pote, la scène où. Avec William Labille là. Oui. Quand il va faire son annonce. C'est ça, quand il C'est fait son exceptionnel. annonce et la réaction de William Labille est trop ouf. La scène avec le fait que Nino il veut blesser personne, donc il fait croire qu'il a des gamins et en fait il se retrouve à vivre une situation beaucoup plus grande que lui. Il est trop génial ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé Nino aussi. Et ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Et le truc que je retiens surtout de ce film-là, généralement, lorsque ça fait un moment que j'ai vu des films et que je me rappelle, j'ai toujours une sensation qui me revient. Et là, c'est une sensation d'une grande douceur. Je trouvais vraiment que le film était très lent, mais en même temps, on s'ennuyait pas et que on était toujours dans une sorte de flottement, un peu comme lui où il est là, mais il est pas là parce son cerveau, il est toujours à l'hôpital. Et même quand on quitte l'hôpital et qu'on erre dans Paris la nuit, on y est toujours un petit peu parce que on peut que penser à j'ai envie que le temps s'accélère pour y être demain, comme ça j'arrête d'angoisser, mais en même temps j'ai envie que demain n'arrive jamais parce que j'angoisse trop. Et c'est vraiment ce truc de comme quand tu as un examen ou que tu as, je sais pas, un date ou un truc ou une échéance, disons, et que tu as soit envie d'y être, soit jamais envie d'y aller. Et du coup, on a vraiment l'impression que l'instant est suspendu et qu'en même temps, les minutes, elles s'écoulent, et on est un peu prisonnier de ce temps-là. Et j'ai adoré déambuler dans la ville avec Nino, les plans, la musique de, je crois que c'est Fontaine DC. Je l'écoute tout le temps, elle est incroyable, elle est vraiment trop trop belle. Les relations qu'il a avec les gens, genre j'ai trouvé que c'était tellement vrai, et parce que j'y ai cru à chaque interaction qu'il a eue avec chaque être humain. Elles étaient vraies et tellement belles. Et après, même si c'est un film qui parle d'un sujet méga dur, et après, je suis ressortie, mais toute, je sais pas triste, mais comme une sorte de douce mélancolie. Mais j'avais, je sais pas, j'étais heureuse. Léger, je me sentais genre... je sais pas, c'était bien quoi. J'ai pas eu de cancer. Non mais Nino, il me fait beaucoup penser à un autre film et une autre pièce de théâtre qui est Juste la fin du monde. Oui. Dans le sens où c'est quelqu'un qui, juste à la fin du monde, c'est un homme qui a le VIH et qui va mourir et qui part sans avoir rien dit. C'est pas du spoil, c'est toujours présenté comme ça. Et j'allais dire Mao fan de sida. Hein. Et encore, on n'a pas mon top 1. Mais pour revenir à Nino, on a aussi ce délire de quelqu'un qui est malade et qui, en fait, il voit tous ses proches, il discute de tout sauf de ça. Et justement, cet aspect-là, je trouve, rajoute du sel aux interactions. Et il y en a plein. Enfin, ça fait 6 mois que je l'ai vu. La scène dans la salle de bain avec sa pote où il se passe un truc. Il se passe un truc. La scène avec les babyphones. Ah ouais. Je vais même pas la caractériser parce que je vais vraiment pas la spoiler, mais c'est l'une des meilleures dans son registre que j'ai vu. J'allais dire c'est la première fois que je vois comme ça, mais pour avoir cette idée, c'est quand même, faut être assez allumé, et je la trouve. Ou alors faut l'avoir vécu. Hein. Elle est tellement One belle. Life, hein. Elle est tellement belle. Les scènes de brocante, du coup celle avec sa mère, tout est merveilleusement caractérisé et tout est doux. Vraiment, Nino est terriblement chouette. Et l'acteur. Je suis amoureuse de tous les personnages du film. Théodore Pellerin. J'espère qu'il sera nominé quelque part et qu'il aura un prix quelque part. Révélation masculine, pitié. J'ai une peur, moi, avec lui, c'est qu'il me fait beaucoup penser à Timothée Robard des Magnétiques. Timothée Robard que j'aime très fort. Je sais pas si vous l'avez vu. Dans le film, s'appelle La fille Pichon. C'est vraiment le mec de base qui a un ingé son. À l'époque des radios libres. Son frère est très charismatique et il est très content de vivre dans l'ombre de son frère. Et du coup, je crois que Timothée Robard a été nommé pour les Révélations et qu'il l'a pas eu. Mais le film a eu meilleur premier film. Et en fait, on l'a pas revu. On l'a vu aussi 2-3 fois au cinéma. Mais sinon, il est perchiste. Il avait fait même une blague en story en disant il avait
une pub de la police nationale qui recrute. Il a dit putain, le cinéma français, donnez-moi un rôle d'acting, sinon je vais postuler là-dedans, tu vois. Et moi, j'ai peur que du coup, comme il est dans un registre assez similaire de celui de Timothée Robard, on lui retrouve pas de rôle et ça me ferait chier. Personnellement, j'ai pas vu Nino et j'avais pas très envie de le voir avant maintenant. J'ai souvent un petit problème avec le cinéma d'auteur français. Il arrive que je m'emmerde quand je vais voir des films que moi on me conseille. Mais, mais pour le coup, et c'est ce dont j'avais peur quand tu m'as parlé de Nino, même quand d'autres personnes m'ont parlé de Nino. Et pour le coup, je pense que je vais y aller. Voilà, Bah, pour le coup, écoute, je vais y aller. Une très bonne séance Je en vais- VOD. Ouais, c'est ça, je vais trouver. Bien sûr. Il passe Bien plus. sûr. Payé sur Canal Plus à 4,50 évidemment, tout est légal, tout On est va pas légal. faire ça. Bien sûr, Bien sûr. tous les films de ce podcast sont regardés De manière légalement. parfaitement légale. Tout officiel Télérama, il y a plein de cinéma qui repassent des films et je suis sûre que Nino Va contrairement à mon repasser, top oui, 1, oui. va repasser parce que les gens ont un mépris de classe à géométrie variable. Oui. Oui, il va repasser, je l'ai vu normalement au D'accord avec Festival tout ce que t'as Télérama. dit. Bah, dans ce cas-là, j'irai le voir. J'irai le voir parce que ça a l'air vraiment super. Double pouce en l'air. Et puis soutenons les réalisatrices françaises. Élisée, est-ce que tu peux nous parler de ton top 2 ? Oui, je peux. Eh bien, Alors, mon top 2, ce sera Rapace de Peter Dorunzi, je ne sais pas. Peter quelque chose. Peter D. On va l'appeler PD pour le reste de ce. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, Exact. encore une fois, On n'avait pas de les problème avec Huns lui. et les Chinois. Donc oui, Rapace de Peter Dorunzi ou Vultures dans son titre anglais, parce qu'il en a un. Donc c'est un film sur les reporters du Nouveau Détective. Donc les journaux de faits divers très sensationnalistes qui vont aller trouver des histoires de meurtres horribles, de gens retrouvés dans des états pas possibles, où tu as une côte dans un département, le reste dans l'autre, etc. Ce genre de saloperie. Ça fait rêver. Comme ils le disent eux-mêmes, ils se décrivent comme des chasseurs de fantômes ou des rapaces, justement, tout le titre. Et c'est un film qui va les suivre dans une affaire d'une femme retrouvée brûlée à l'acide quelque part dans le nord de la France. On voit des traces de pick-up partout. La police abandonne vite l'affaire en disant bah, c'est un malade qui a fait... Comme d'hab. Voilà, qui a fait un truc. En plus, c'est une femme qui meurt, donc pourquoi on s'y intéresserait. Et donc, c'est ces journalistes-là du Nouveau Détective qui vont partir à la recherche de la vérité. Et le film est sympa. Quasiment tout le film est sympa. Il n'est pas exceptionnel. Il est cool. D'où le top 2, finalement. Tout le top 2. Mais alors, au milieu du film, il y a une scène qui est sympa, une scène de... Tout le film se passe sur la relation entre un père qui est reporter au détective et sa fille qui a besoin de travailler, qui donc rentre en stage, je crois, dans cette rédaction-là. Et le daron est pas très heureux que sa fille bosse là-dedans parce que lui-même n'estime pas beaucoup son travail. Les journalistes n'arrêtent pas de se dénigrer, de s'appeler chasseurs de fantômes, rapaces, etc. Donc il y a une scène au milieu du film d'angoisse que sa fille a un problème parce qu'il commence à suivre un type qui rend compte que c'est une organisation de type. Il commence à être vachement dangereux, il commence à vraiment flipper beaucoup. Et surtout, il y a une scène à la fin du film qui est absolument géniale. C'est la meilleure scène en termes juste de mise en scène que j'ai vue depuis très longtemps dans un film. Et surtout s'il n'y avait pas une scène qui est dans mon top 1, ce serait pour moi la meilleure scène que j'ai vue cette année au cinéma. Merci beaucoup. C'est la meilleure scène que j'ai vue cette année au cinéma. Une scène qui se passe dans un restaurant, une scène de grande tension qui se passe dans un restaurant. Et l'autre raison pour laquelle je voulais parler de ce film-là, c'est qu'il met le point sur un truc qui n'est pas très connu en France, qui est connu en France, qui est documenté par des chercheurs, mais dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et dans les médias populaires. C'est le terrorisme d'extrême droite. Quoi ? C'est un film où... Mais les médias d'extrême droite ne parlent pas du terrorisme d'extrême droite. Les médias pas d'extrême droite aussi, camarades. Même à gauche, on n'en parle pas assez. On ne parle vraiment pas assez. C'est la première force terroriste en Europe. C'est ceux qui tuent le plus de gens. D'ailleurs, en France, c'est les seuls qui butent des gens, en vrai. Hein. Mais bon, bref. Non, il y a la police aussi. Ah, pardon, c'est les mêmes. Oui, voilà, c'est les mêmes personnes. D'ailleurs, ils le montrent bien dans le film. Il y a une scène où les
héros réussissent à peu près à s'en sortir grâce à la police, jusqu'à qu'on se rend compte qu'en fait, ils leur claquent la bise aux mecs, et qu'ils leur claquent la bise aux terroristes, quoi. Donc ouais, c'est un film qui est assez glaçant sur ce truc-là. Il y a un enchaînement de plans dans une planque de terroristes qui rappelle un peu le travail de Mathieu Pergalassi, qui est journaliste et qui, lui, a enquêté sur ces milieux-là, terroristes d'extrême droite et les milieux survivalistes, où il parle des tonnes d'armes retrouvées, des schémas pour ficher des gens, des projets d'attentats avec des bombes salées, comme on dit, des bombes à l'uranium, dans des mosquées ou ce genre de choses. C'est... ouais, la fin du film est assez glaçante, et il y a une scène de tension absolument géniale dans ce film, donc cette scène qui passe dans un restaurant, qui pour moi propulse ce film à la 2e place de mes films de l'année. Du coup, ce film, tu l'as vu en salle, c'est ça? Et Je reprends le micro, je suis con, oui, je l'ai vu en salle. Et est-ce que tu penses qu'on pourra le voir sur une plateforme ou est-ce qu'il faudra le chercher J'ai peur que non, je suis pas sûr. J'ai cru le voir passer sur Canal, mais... Oui, ça va arriver Et en c'est VO. Rapace. Ça va arriver Rapace, en VOD. ouais. Ok. De Peter quelque chose. De PD. Ouais, mais je sais pas si j'ai encore accès. Non, mais ce sera disponible en VOD sur les services de streaming, sur C'est ça qu'il Amazon. fallait dire dans le micro. Ok. Je te le prouverai sur des sites très très légaux. Des sites extrêmement obscurs et légaux, ouais. Mais donc, ouais, Rapace, c'est super. Et un autre shout-out aux camarades de Capture Mag, qui ont été parmi les seuls que j'ai vu faire la pub pour ce film, qui est absolument génial. Ce film qui est génial. bien L'équipe sûr. du podcast sont des gens géniaux, et ce film est absolument génial. C'est pas du tout un premier film, pour le coup, Peter Dourou de truc. Et Notre bon ami Peter. notre bon ami Pépé. PD. PD. Votre ami PD. Notre bon ami PD. C'est On a le droit, pas du on a tout le à son coup d'essai. Il sort à peu près un film tous les 5 ans. Il avait fait d'autres films avant que j'ai très envie de rattraper. Et vraiment, ce film-là, c'est pour moi le film français que j'ai préféré voir en salle cette année. Même que c'est mon film français préféré depuis franchement quelques années. Ouais. C'est absolument génial. Voilà. Marine, dis-nous, maintenant que tu as la parole, quel est ton top 2? Bah moi mon top 2 du coup c'est un film que tu avais mis en mention honorable, c'est Syrah de Olivier Lax, bref, que j'ai adoré, que j'ai vu une fois au Festival de Cannes lors de sa première projection, où toute la salle était complètement subjuguée sur le cul, toute la salle sursautait, toute la salle hurlait, J'aime pas les gens la à Cannes. moitié de la salle est partie d'ailleurs, mais nous on est resté jusqu'à la fin, et à la fin c'était vraiment... trop bien, j'étais trop contente de l'avoir vu, et il m'a cogité encore longtemps, et j'avais qu'une hâte, c'était qu'il sorte en salle, et je suis allée le voir en avant-première au Méliès de Montreuil où le réalisateur était là, et la salle était comble, c'était formidable, et là quel bonheur de savoir quand est-ce que les gens les sursautaient, et me retourner au moment où il y avait le truc du coup marquant, Choquant, et ouais, les bien voir sûr. qui sursautaient, et vraiment je riais, mais alors que c'était des choses dramatiques, mais j'étais là genre vous avez Ah, les sursauté. nulos, ils ont sursauté. Mais vraiment, c'est un film presque... Enfin, c'est un film horrible, mais en même temps extrêmement jouissif à voir, je trouve. Et c'est vraiment une expérience sensorielle. Enfin, il y a le son, Le sable. il est incroyable. Le sound design, il est génial, parce que c'est de la techno tout du long. On est plongé dans une rave du début à la fin, presque. Enfin, on a l'impression qu'on est dans une rave, même si on n'y est pas vraiment. Mais on suit ces gens qui vivent sur la route dans le désert marocain. On est dans leur camion. C'est un père qui est avec son fils qui sont à la recherche de leur fille qui aurait disparu dans une rave dans le désert marocain, du coup. Et ils rencontrent un groupe de toughers qui les emmène dans une autre rave où la fille serait potentiellement. C'est ça. Et du coup, tout le film se déroule lors de ce voyage. Et on est plongé complètement en immersion avec des actrices du coup non professionnelles, mais qui sont des vrais ravers que Olivier Lax il est allé chercher dans les raves au Maroc, et qui sont vraiment extrêmement beaux, très gentils, et on voit leur corps, et c'est des corps qui sont imparfaits. Enfin, il y a un homme, il lui manque une jambe, il y a un homme, il lui manque un bras, il y a une femme, elle a le crâne rasé, elle a des tatouages partout sur le Il y a un visage. homme, il lui manque un enfant. Mais ils sont tous et toutes Et après deux.
extrêmement beau et filmé d'une manière extrêmement presque comme si c'était des saints quoi. Enfin ils sont des personnes voilà iconisées, mais toujours avec un grand respect et je sais pas, ils sont montrés très très beaux. Ouais. Et puis même les relations, alors qu'ils se connaissent pas au début, c'est un peu de méfiance, mais tout de suite ils comprennent que les relations sont très profondes rapidement dès qu'il se passe une sorte d'événement un peu tragique. Voilà, et même le réalisateur, il a des points de vue assez tranchés sur plein de choses et c'est une équipe qui est très très engagée politiquement aussi et donc voilà, je vous conseille d'aller voir Sirat parce que c'est l'un des films qui m'a beaucoup secouée cette année. J'ai été énormément secouée par les films. C'est cette année j'ai jamais autant pleuré devant des films alors que je pleure très rarement devant les films, mais en ce moment je suis tous les films m'ont énormément touchée, genre Résurrection, L'Agent secret, mon top 1 que je vais vous dire tout à l'heure, même Arco m'a bouleversée et Sirat, mais c'était toujours des émotions terrible, extrêmement différentes, mais pourtant c'est vrai, Sirat c'est pas de la tristesse, c'est pas de la joie, mais c'est inconfortable mais jouissif en même temps. Du coup c'est très étrange comme sensation de cinéma dans une salle quoi. Et t'as le souffle coupé, enfin, Ouais. je suis désolée. Fait tout péter. Ah ouais. Voilà, tu vois. Mais la fin elle est incroyable. La fin est incroyable. Le dernier plan, je le trouve magistral. Il y a plein de trucs à développer sur Sirat, sur la mort, sur les fantômes, sur la dystopie. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est que moi, je le situe dans le futur, mais en fait, ils expliquent jamais vraiment le contexte. T'as juste des bribes de radio, mais pour le coup, les personnages n'en parlent jamais entre eux. Mais tu sais que ça se passe pas bien. Rien que quand tu vois les militaires, alors je veux bien que, même en général, voilà, mais là encore plus. Et je voulais revenir sur les corps. Pendant que tu parlais, moi, Sirat, alors attention, le parallèle, il est gigantesque. C'était une qualité qu'on trouvait à l'Icorice Pizza quand il est sorti de PPTA, donc qui est sorti en même temps qu'Annette en 2021, sur le fait de montrer des corps assez différents. Gary est un personnage principal qui est en surpoids et qui n'est jamais ramené à son poids une seule seconde dans le film. Alana a aussi des traits assez particuliers, etc. Et ce sont des personnages très très beaux et des acteurs très très beaux. Et leur physique n'est jamais un sujet. Et en fait, là, justement, Sirat, de voir des corps vraiment différents, ce que tu disais, même des femmes, une des deux femmes est quand même, on lui donne la quarantaine, cinquantaine, ou peut-être qu'elle paraît plus âgée, mais on voit pas beaucoup de femmes de cet âge-là en personnages principaux parce qu'il y a tout un tunnel pour les femmes à une certaine période. Et toute dans la vie, Sirat, je crois. il y a ma scène préférée. Qui est Il y a ma scène préférée de tous les films de l'année dernière. Je dirais simplement Moignon et Boris Vian. Ah oui. Voilà. Elle est magistrale. Ça m'étonne pas de toi. Bah oui, mais tu me connais, tu vois Ça Sirat, manque tu sais que un c'est poil vrai. de sida dans cette scène pour Mais que ce soit bah, vraiment frère. parfait. Et de Renault. Et de Renault. Et du coup, c'est Boris Vian. Et une chanson qu'il a repris. Mais vous l'avez vu vous deux Sirat ou pas? Moi, je l'ai vu, ouais. J'ai quelques réserves sur le film en vrai parce que moi, je trouve que ça manque un peu de vie dans le sens où je trouve qu'on sent un peu trop le scénario par moment. Par contre, je suis d'accord sur ce que vous dites. C'est un film un peu choquant. C'est un film qui vient te surprendre. Mais moi, si j'ai une petite réticence sur le film, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas aimé, hein, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top, c'est que je trouve qu'on sent par moment quand même beaucoup le scénario. Tu m'avais dit. Et surtout, ce truc de la Troisième Guerre mondiale dans le futur, à quoi ça sert dans le film? J'avoue que je suis pas certain d'avoir ressenti ça. Ça situe le contexte. Bah, ça situe le contexte, sauf qu'on t'en parle jamais. C'est juste C'est comme dans Arco avec les lunettes, pardon. En fait, il y a des scènes où... Enfin, ne serait-ce que quand ils arrivent dans le champ de mine et tout... Alors là, tu spoil complètement. Moi, je l'ai pas dit. Tout le monde a vu Sirat. Non. Let's go, je vois demain. Non, mais la scène dans le champ de mine, tu vois, c'est un peu étrange ce qui s'y passe et je trouve qu'on sent un peu le scénario en fait. Incroyable. Mais en fait, je trouve qu'on sent le scénario Après, et que ça manque un peu de vie. C'est pas inintéressant comme film, pas du tout, mais je trouve qu'on sent un peu trop le scénario, à mon goût en tout cas. Et c'est ma seule résistance sur le film, mais ça n'empêche que c'est un très bon film que j'encourage à voir. C'était chouette, le scénario, c'est sur quoi mon top 1 est attaqué de toutes parts. Oui, mais c'est à ton ton top tour. 1 est attaqué de toutes parts parce que tout le monde est des immenses sexistes. Voilà, c'est à ton tour pour le C'est top à mon 2. tour, bien sûr. Mon top 2, j'ai décidé de parler de Laola, de... Pas le hors là. Laola, la vague en français de Ah, Sébastien Lelio. Ouais, je recommence sur l'accent je l'ai rapide. vu.
Sébastien Lelio. Je l'ai vu, Ouais, je l'ai c'est vu. choquant, je suis d'accord. J'aurais tellement pu être Kenzie. Donc, Laola, qui est un film qui est réalisé par un homme et qui était étonnamment féministe. Oui, il y a Bravo. une scène. enfin, on en Bravo. parlera. Oui, mais Laola, c'est exceptionnel. Il y a une scène exceptionnelle de air kazoo. Voyez, non, c'est air harmonica, pardon. Ça n'est pas du kazoo. C'est une C'est moins scène bien. absolument hilarante. Et le film, donc, ça va raconter l'histoire des révoltes de féministes dans les universités au Chili dans les années 2016, si je dis pas de bêtises. Et on va suivre en particulier une meuf qui va être la représentante du mouvement à ce Alors moment-là. qu'elle veut pas. Oui, elle ne veut pas. Mais c'est un des sujets du film, mais bon. En gros, on va suivre ce personnage-là, et ce qui est vachement intéressant dans ce film, c'est la représentation des foules et de la manifestation, de la révolte, de comment un groupe se forme et combat une institution qui est assez agressive envers les femmes, les femmes victimes de VSS au Chili et dans cette université-là en particulier. Mais du coup, voilà, ce film-là a des scènes musicales qui sont absolument exceptionnelles. Le seul petit truc que je peux reprocher au film, c'est un moment où ça shift dans la narration. Ouais. Il y a un moment un peu au centre du film où ça shift un peu vite à mon goût, mais il y a quand même, je comprends cette dynamique qu'a voulu instaurer le film dans cette masse qui va s'incarner en une seule personne. Tu vois ce que je veux dire, Mao Moi, je pense au délire de quatrième mur dans le film. Ah, non, ça m'a pas du tout dérangé parce qu'en fait... Ah, ça m'a pas dérangé, mais je pensais que c'était tout Non, ça non, qui te dérangeait. moi c'est vraiment le shift. Le début du film se centralise beaucoup sur la lutte féministe du groupe et à peu près au milieu du film, tu vas très vite Sur dans une personne, sur ouais, un personnage et qui va devenir la métonymie de ce groupe. Mais c'est pas inintéressant. Ouais, mais je trouve que c'est un peu brutal. Mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est que là, ok, on passe d'un groupe à une seule personne, mais c'est une personne qui n'a pas choisi. Et c'est Bien une sûr. personne qui En fait, on lui a imposé quelque chose, elle n'avait pas l'impression pour ce qui est d'une VSS, et dans le milieu militant, on lui impose quelque chose, et les gens qui lui imposent sont des gens qui critiquent ça. Et donc, je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant sur... Mais c'est pas un film qui fait un bisou aux militants. C'est un film qui va les déconstruire aussi, qui va leur dire ce que vous faites, c'est génial, mais d'un autre côté, vous chiez sur plein de trucs. Et moi, j'ai beaucoup aimé avoir des personnages militants qui ne sont pas parfaits, d'avoir des personnages militants qui sont âpres à certains moments. Il y a un plan qui me reste beaucoup, ça n'a aucun rapport, mais c'est un plan de danse au début du film. Et je trouve que c'est un film qui gère incroyablement bien. Autant je m'attache peu à la mise en scène parce que je trouve que j'ai pas la légitimité d'en parler, qui est film admirablement bien, ces scènes de haut. Ah, c'est exceptionnel. Les scènes aériennes sont les scènes splendides. aériennes avec les Tu foules vois qui toute dansent la masse. en dessous. Moi, ce que j'ai adoré, c'est dans l'université le moment de la vague, quoi, Ouais. où t'as tout le monde qui est avec sa capuche rouge, qui se Incroyable. déplace dans l'université. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Avec la musique. Et c'est aussi un film qui, pour le coup, conscientise ses problèmes. Pour ramener un peu ma science et à mon sujet de mémoire, je travaille qu'avec des films qui ont des soucis. Que ce soit au sein du racisme, que ce soit au sein des VSS, etc. Mais aucun ne les conscientise. Et là, on a un film féministe sur des révoltes féministes réalisé par une femme. Enfin, réalisé par un homme, oui, justement. bien sûr. Et il y a le film s'autotacle sur ça, je ne le dirai Et pas la scène comment. est trop drôle, surtout que c'est dans un moment où t'as vraiment les deux camps qui s'affrontent dans une scène musicale ultra intense. Et tu sais pas T'as une montée en tension énorme entre tous les personnages, et d'un coup d'un seul, le film prend littéralement du recul et te dit bon, d'accord, j'ai des problèmes. Mais vas-y, j'avais trop envie de parler de cette histoire et j'essaye de le faire le mieux que je peux. Et je trouve qu'il y a des personnages qui sont tellement bien précis dans leur... C'est tous des caricatures plus ou moins, hein. Mais les meufs qui font du développement personnel sont exceptionnelles. Les féministes libérales sont terribles. Perfectes. Enfin, elles sont tellement bien dépeintes c'est tellement ça, quoi.
Enfin, même tous les personnages, les profs odieux, Oh. Et le matelas. le matelas, bien sûr. Le matelas, c'est l'objet qui me reste le plus, ce petit matelas Trop, nuage. trop bien. Je sais pas si c'est aussi une ref à Toy Story, parce que moi, ça Si, m'a je beaucoup pense fait que penser si. au plafond. Et en fait, ça te gradifie ton enfance Ah ouais, de prendre ce c'est- matelas nuage. En Et plus, t'es- ce mec de 45 ans qui est toujours chez ses parents dans son matelas d'enfant, bon bref, c'est horrible. Je vais trop le voir. Il Ah a ouais, l'air non, le film est exceptionnel. exceptionnel, Il est moi je pas dans mes conseille de tops, fou. Mais plus on en parle, plus j'ai envie de le revoir. Et je pense que je vais beaucoup plus l'aimer en le voyant. Parce que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu, mais j'étais fatiguée. Donc tous ces films qui Ouais, passent un ouais. peu à la trappe, j'ai pas dormi, mais voilà. Je comprends. Le matelas. Le matelas. Mais non, enfin franchement, moi, tout ça pour revenir sur le film est grandiose dans sa gestion des masses, dans sa gestion de la musique et des scènes musicales qui, franchement, on l'a vu dans une salle avec une pote et la scène de Air Harmonica est hilarante. J'ai pas de souvenir de celle-là. Évidemment, mais moi j'étais avec une meuf, on est juste deux débiles fans d'instruments de musique et on est là en mode mais attends, mais c'est de l'harmonica et il fait pas du vrai harmonica. Et non, c'est enfin, il y a des gars qui sont vraiment très très intéressants, très malins et j'ai adoré ce film. En Voilà. tant que débile, fan d'instruments de musique, tu m'as Ah ouais, hypé. non, c'est- une fois que j'ai fini de parler pendant 8 heures de mon film top 2, je laisse la parole à Élisée pour son top 1. Quel est donc son top 1 quel est son top 1 Alors, pour mon top 1, 2025 a été une bête d'année, en vrai, en termes de cinéma. Moi, je suis d'accord. J'ai vu Il y a une une- cinquantaine de films. Je pense qu'il y en a au moins 30 qui pouvaient compéter pour mon top 3. Ouais, pareil. Peut-être pas. Bon, en vrai, Non, si, ouais. j'exagère Il y a un peu, vraiment mais il y en a beaucoup de vraiment films dont beaucoup. j'aurais aimé parler. J'ai fait une liste sur Letterboxd, comme ça je dis pas de la merde. J'aurais vraiment beaucoup aimé parler de Eddington, de Ari Aster, Oh non. que Mao n'aime pas, mais que j'adore. J'aime beaucoup aussi. J'aurais beaucoup aimé parler de Helio, Ouais, bien sûr. des studios Pixar. C'est important de parler de Pixar, surtout en ce moment, maintenant que Pete Docter a trahi, qu'il est passé à l'ennemi. Non, mais maintenant qu'ils ont vraiment des gros problèmes avec Disney, j'aurais beaucoup aimé parler d'une bataille après l'autre, de Anderson, qui est Un très très bon blockbuster. qui est un film très intéressant, qui a des gros problèmes, qui ne sait pas ce que c'est qu'une révolution, mais qui à part ça a beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est très Après, c'est un film intéressant. d'américain. On peut pas C'est lui ça. reprocher d'être un film d'américain. J'aurais bien Si. aimé aussi évoquer Running Man, mais pour d'autres raisons, c'est sympa, mais s'il y a des problèmes, j'aurais beaucoup aimé parler des Aigles de la République, qui est un bête de film, même du biopic de Bob Dylan, qui est super. Je l'ai pas vu, Complete No, c'est malheureusement. super, je trouve ça vraiment très bien. J'aurais beaucoup aimé parler d'Indomptable de Thomas Gijol, qui est un bordel de premier film, qui est super. Mais bon, je vais pas être très original, je pense. Mon top 1 de cette année, qui n'est pas le film que j'ai le plus aimé, mais qui est pour moi, c'est le film que j'ai le plus vu cette année aussi, mais qui est pour moi le film le plus important de l'année, c'est Sinners, de Brian Coogler. Ce film n'est pas du tout parfait, est un très très bon film, et je pense vraiment que c'est le film de l'année, le film le plus important qu'on aura eu cette année, le film qui va faire date cette année. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où c'est un film qui va surtout marquer les non-cinéphiles et le c'est grand un film public, populaire. quoi. Non, mais oui, c'est un film C'est un film populaire. c'est un film de genre, c'est un extrêmement film de populaire. c'était un film fait pour, c'est un film du mec qui a fait les Black Panther, qui a fait les Creed. Brian C'est Coogler. 2 fois Michael B. Jordan. Ouais. et ça peut me convaincre. Hein. Ça m'a convaincu d'ailleurs. Michael Bibi Jordan. Mais oui, c'est pour moi le film de l'année dans le sens où il va être extrêmement important, où il fait date dans l'histoire du cinéma américain. Dans l'histoire du cinéma américain, sur la place que prennent les minorités. Ce n'est plus ni la majorité, ce n'est plus les blancs qui parlent des noirs, ce n'est plus les noirs qui parlent des noirs payés par des blancs. Maintenant, les noirs peuvent parler d'eux-mêmes. Ouais. Pas complètement, mais en tout cas en partie. Et voir ce film-là après la terrible répression qu'ont subi les mouvements Black Lives Matter il y a quelques années, ça fait plaisir. Ouais. De voir un film où il y a autant de références à l'histoire politique des Noirs américains, j'ai pas en faire la liste, il y a le camarade bolchevique qui l'a fait très bien. Même musicalement, dans l'histoire musicale noire américaine. Je parlais tout à l'heure d'une scène de Sinners du coup qui est pour moi la plus grande scène de cinéma qu'on a eu cette année, la scène musicale de Sinners, même si elle aurait pu être mieux faite. Ouais, mais enfin celle où elle convoque le passé, le présent, c'est ça, le futur. c'est exceptionnel. Je suis même déçu l'antagoniste que ce soit pas est tout le film très qui soit comme intéressant. ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la fin particulièrement. Ouais.
C'est le gros problème de Sinners. Et Sa fin est encore, complètement foirée. Mais la scène musicale de fin, je trouve qu'elle est cohérente dans son propos. la scène musicale de toute fin de scène post-générique, tu veux dire? Non, la scène où il y a le méchant qui contrôle tout le monde, quoi. Elle est pas musicale cette scène. C'est pour ça que c'est un problème. Le Oui, climax ok, je vois, n'est oui. pas musical. Ok, oui, Et pour je moi, le film passe à côté d'un truc. Mais bon, c'est ce film est passionnant sur plein de trucs. Le rapport au surnaturel, le rapport à la musique, le rapport, encore une fois, au passé, etc. Ce film est extrêmement important et il y a eu ce film a été beaucoup repris sur TikTok. Il y a eu beaucoup de gens, particulièrement beaucoup de Noirs américains ou de Noirs dans d'autres pays du monde, qui ont... Je précise que autour de cette table, tout le monde est blanc. Donc on est dans une place étrange pour parler de ce film. Mais bon, s'il faut le faire, on le fera Mais quand même. voilà, on a le droit de dire qu'il est super quand même. C'est pour le C-word. C'est pour la culture. Mais il y a beaucoup de personnes noires américaines ou noires tout court voire d'autre part plutôt, qui ont repris ce film pour dire à quel point il l'avait marqué et pour dire à quel point c'était salutaire d'avoir des blockbusters qui parlent de ce sujet-là comme ça. Parce que oui, ce film est un blockbuster. Tu parles tout à l'heure de films populaires, de films américains. C'est mon combat, c'est plutôt les blockbusters, c'est plutôt les films de genre, c'est plutôt ces films-là qui me ramènent au cinéma, qui m'intéressent, ces films-là qui m'ont fait aimer le cinéma. Et de ce credo-là, c'est vraiment le film le plus important qu'on ait eu cette année, qu'on ait eu même depuis plusieurs années. J'ai beau adorer Furiosa de George Miller qui est sorti l'année dernière, qui est pour moi mon film de l'année dernière, Ouais. le film des années 2020, quand même 40 fois mieux qu'Annette, mais j'ai pas vu Annette. T'as pas vu Furiosa? C'est excellent Furiosa. Mais j'ai beau adorer Furiosa, Sinners est un film beaucoup plus important. Et j'ai beau pas beaucoup aimer Ryan Coogler dans ses autres films, j'aime pas beaucoup les films Black Panther, j'aime pas beaucoup les Creed, je les trouve sympathiques mais vraiment pas bien faits. Ouais. Le Sinners est important, vraiment. Et si je peux rajouter un truc, même au-delà de son propos sur le noir américain, qui est évidemment le centre du film, le propos sur les vampires est vachement cool aussi. C'est un putain d'avocat du surnaturel, c'est fou. C'est moi qui suis passionné par les vampires, j'avoue que ça fait plaisir de revoir des vampires Fasciste. des vampires fascistes de un, et surtout des vampires qui Intéressant. toquent aux portes et tu leur dis pas bonjour, ils rentrent pas quoi. Ouais. C'est Ouais, des ce fait vampires qui brillent pas au soleil. Oui, Ça oui. fait du bien. De revenir au folklore. Ouais. Parce que le vampire, sans spoiler le film, la figure du vampire est une reprise de ce qu'elle pouvait évoquer au moment où elle a été créée. À l'époque où c'est créé, le vampire, c'est cette noblesse qui ne veut pas mourir, quoi. Ce truc qu'elle a depuis toujours et qui finira. Et que si jamais tu le laisses entrer, il va te niquer ta vie, tu vois. Le vampire, c'est l'extrême droite dans sa construction de mythe à la base. Et donc le voir repris comme ça, dans ce vampire comme colon, en fait. On a le vampire qui est repris comme un colon dans Sinners. Et ça, c'est brillant, je trouve. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment brillantes dans ce film. Malheureusement, la fin est nulle à chier. Sinners est un film d'horreur, un film d'action, un film musical et un film politique. On va dire ça comme ça. Je me suis dit, bon, c'est pas un genre. Sur l'aspect film politique, il est quasiment irréprochable. Sur l'aspect film d'action, il a un second climax où Michael B. Jordan flingue des mecs du Ku Klux Klan. C'est super. Je suis forcément très content. C'est vraiment super. Et c'est plutôt bien chorégraphié. Il y a mieux. Hein. Encore une fois, Furiosa est sorti l'année dernière. Mais pour un film de Ryan Coogler, c'est ce qu'on pouvait attendre de mieux. Malheureusement, le climax d'horreur est complètement foiré. J'ai trouvé en tout cas. C'est dommage. J'adore les films d'horreur. Tous les films que j'aurais vus cette année, tous les films que j'aurais mis dans mon top, j'étais en mode c'est sympa, mais. Et là, c'est le pire, c'est que vraiment, pour le coup, c'est le seul film où il y a un moment dans le film qui est vraiment nul. Ce climax est nul. C'est complètement vraiment foiré, dommage, quoi. ça passe Alors à que côté de juste tout ce qui avant, était possible. t'as les deux frères et tout qui s'entretuent, qui est super. Ouais, ça, Non, mais c'est sympa. Michael B. Jordan n'est pas un si bon acteur, donc. Oui. Il y a plein de moments où t'es en mode, oh, tu fais semblant là, ça se voit. Genre. Après, ça se voit qu'il jouait pas avec lui-même en face. C'est ça, mais il y a certains acteurs qui y arrivent. Donc c'est dommage. Et même, je trouve ça assez artificiel, hein, le fait que ce soit lui qui joue les deux. Hein. Franchement, il aurait pu s'en passer, mais bon, bref. Ouais, mais il est 2 fois beau. C'est vrai. Bon, il y a d'autres acteurs qui sont beaux. Hein. Toi, par exemple. Et surtout,
ce film-là a la meilleure scène post-générique depuis que ça existe. Une scène post-générique qui change complètement le propos du film. Peut-être qu'il y a une scène pendant le générique, même plutôt qu'une scène post-générique. Bah, c'est une scène post-climax, disons. Post-climax, voilà. C'est le meilleur post-climax que j'ai vu au cinéma depuis très très longtemps. Et ouais, c'est vraiment génial. Et pour moi, oui, c'est le seul film que j'ai vu cette année où je me dis que si je devais faire une chronologie du cinéma dans 50 ans, il serait dedans. Moi, je suis d'accord, Voilà. c'est un film très marquant pour l'histoire du cinéma, C'est ça. en particulier américain. Eh bien, Mao, comme tu dois partir, est-ce que tu peux nous parler de ton top 1 rapidement ? Mais du coup, tu l'as tout spoilé avec tous les indices que t'as laissés depuis le début. Non, alors vraiment, le sida n'avait rien à voir dans ce pas. Et pourquoi un ours dans le Jura ? Je suis allée voir mon top 1 en ayant en tête les retours de Cannes, qui étaient désespérants, de choses intéressantes pour 10% et de grosses mauvaises foi pour les 90 restants. Et mon top 1, c'est Alpha de Julia Ducournau, que j'ai été voir. Ah bah comme toi, en fait, je crois que j'ai été le voir à 10h du mat, une heure de plus, avec Julia qui était là. Pour Julia. Julia. avec Julia Ducournau qui était là. Et elle nous a parlé de son film. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir eu ces quelques phrases avant qui m'a fait tant adorer au premier visionnage. Ce qu'elle nous a dit. J'ai toujours voulu faire des films d'amour, mais jamais personne ne l'a compris. Enfin, jamais personne ne l'a compris. Et aussi, c'est parce qu'elle a dit exactement mais ce que ça voulait dire. Et aussi, Alpha est un film d'amour. Non, Alpha est un film de fantôme. Et du coup, moi, quand je suis allée le voir, j'avais donc le biais Cannes, et après, juste avant, la réalisatrice qui a sauvé le truc en disant « Je parle d'amour et de fantôme ». Et c'est vraiment les deux films qui résument Alpha à mes yeux. Les deux mots. Les deux. Je reprends. C'est vraiment les deux mots qui résument Alpha à mes yeux. En fait, je bégaye parce que c'est un film qui me touche énormément, et même encore aujourd'hui, mais ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. J'ai été le voir énormément de fois en salle, comme pour Chien de la Cage, j'ai emmené mon meilleur ami, comme pour Chien de la Casse, etc. Elle m'a emmené moi. Et tu es aussi un de mes meilleurs amis. On a pleuré comme des Le chiens. film, ouais, non, franchement, Max c'est Lauber, chialant de fou c'était le film. Terrible. Et en fait, Alpha, c'est un film que j'aime énormément parce que je travaille sur le sida, hein, encore une fois. Et même si ce sont des films que j'aime profondément, je déplore toujours de voir la même chose en salle, de voir des homosexuels blancs plus ou moins aisés, et de voir quasi que ça. Il y a presque pas de films, il y a presque pas de femmes dans les films sur le sida. Jeanne dans le Jeanne et Garçon formidable est merveilleuse, mais c'est un film qui a des gros biais racistes, donc voilà. C'est Élisée, il en parlera mieux que moi. Bref, et donc je vais voir Alpha et je me le prends dans la gueule parce que c'est aux antipodes de tout ce que j'ai vu dans le corpus français de films sur le sida. Le personnage qui est séropositif et toxicomane, on les voit quasi pas. Tous les personnages sont kabyles, et les seuls blancs sont des gros cons parce que c'est des gens de l'école, sauf le prof. Et le prof, tu le vois pas beaucoup, et je trouve qu'il est merveilleusement caractérisé. On voit des médecins, et c'est dur en France et même à l'international de montrer des médecins dans des films sur le sida quand on sait que c'était très ambivalent. Il y en a qui ont fait beaucoup de choses bien et il y en a qui ont fait vraiment foncièrement de la merde. Le personnage principal est une infirmière. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je viens dessus. Elle est magistrale dans son rôle. Elle est tellement touchante. Et tout le monde a encensé Tahar Rahim dans le film, mais la mère est tellement exceptionnelle. Les gens sont des gros misogynes. En fait, moi, tu vois... Il y a énormément... Je comprends les retours négatifs sur Alpha parce que le scénario, il y a des trucs qui sont particuliers, qui sont pas forcément logiques pour certains. Oui, mais après, c'est un film de Julia Ducournau. Elle a fait 2 films avant que personne n'a compris. Ouais, mais Julia Ducournau, j'ai vraiment l'impression de voir une gamine qui court, qui tombe et qui s'écorche les genoux et qui continue de courir. Et c'est pour ça que c'est peut-être le cinéma qui m'intéresse le plus en France en ce moment. Et en fait, je l'ai vraiment pris comme un étendard parce que j'avais l'impression d'être un peu à contre-courant avec 2-3 potes et plein de gens qui étaient à la rigueur, c'est pas génial, et je comprends qu'il y ait plein de problèmes, et plein de gens, plein de mauvaise foi sur Alpha parce que énormément de gens sont venus le voir en se disant ça va être de la merde, et du coup après ils font des critiques, ils font des podcasts pour dire que c'est de la merde, mais en même temps tu n'aimes pas Julia Ducournau, tu n'aimes pas son cinéma, tu n'aimes pas ce qu'elle représente, tu ne peux pas aimer Alpha, et donc je trouve que c'est une grosse malhonnêteté intellectuelle de le mettre en top 1, en flop 1 parce que c'est très attendu. Enfin, flop 1 en plus. Genre, t'as pas vu pire comme film que Julia Ducournau qui fait le meilleur film de l'année. Mais c'est ça. Et en fait, pour le coup, Julia, elle aime profondément
ces personnages. Que ce soit Taharaim, que ce soit la petite fille, que ce soit le prof. Et aussi, ce film, il est marrant, entre guillemets, parce que si on reprend mon corpus, le dernier, c'est Alpha, donc 2025, et le premier, c'est Mauvais sang, de Léos Carax. Mauvais sang de Léos Carax, c'est donc un film qui, désolé, je tunnel, mais je vais essayer d'aller vite. C'est le premier film qui parle du sida en France. À l'époque où il n'y avait clairement pas de thérapie, le traitement contre le VIH, le sida, à une époque où ça venait d'arriver. Donc c'est vraiment 10 ans avant. Et donc c'est métaphorique. Dans Mauvais sang, c'est la maladie des gens qui font l'amour sans s'aimer. Et d'ailleurs, Mauvais sang a fait un peu scandale aussi chez les séropos parce que la représentation n'est peut-être pas forcément terrible. Et de voir que du coup, les deux branches, en des années d'épidémie, ça soit deux films métaphoriques, alors que c'est vraiment les trucs, c'est pas souvent montré, en tout cas en France, bah moi ça m'intéresse beaucoup, parce que du coup, le sida n'est jamais mentionné dans le film. C'est une maladie avec des causes de transmission un peu bizarres, liées au sang et au sexe, donc on sait que c'est ça. Les personnes qui sont malades se transforment en statues de marbre. Et qu'il y a vraiment un travail des corps qui est très, très léché. Julia alterne entre les vrais symptômes des séropos et les symptômes fictifs, ce qui fait qu'on est vraiment perdu entre deux univers. Et Alpha, il est merveilleux. Et pour le coup, pour moi, c'est le film qui fera date cette année, parce qu'on a complètement révolutionné la façon de montrer le sida au cinéma. Et je trouve que c'est vraiment une grosse synthèse de tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai vu ce film, j'ai adoré. J'y pense encore, j'ai des frissons quand j'y repense. C'est un film qui est absolument magnifique. Je trouve ça odieux de le critiquer sur sa technique, sur sa colorimétrie, ces trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Genre, le film est exceptionnel et des fils de pute. Non, mais... non, je retire. Et il y a des gens qui viennent te dire le scénario, on comprend pas tout, alors que ces gens sont bêtes. Le film est clair comme de l'eau de roche. Enfin, Je suis sûr que c'est les mêmes qui n'avaient pas compris Tenet. ouais, non, franchement, c'est ça. En fait, dit que c'était bien. c'est ça. Oui, Nolan fait Tenet. Tout le monde dit c'est super, c'est incompréhensible, j'ai rien encore compris. une fois, vas-y, continue de me dire un truc. Et Julia Ducournau fait Alpha, son film le plus clair. Hein. Franchement, c'est celui qui est le plus limpide. Hein. Franchement, Titan à côté, c'est une énigme. J'adore Le père Titan, Fouras, même mais- lui, ne comprend pas. Hein. et là, elle arrive, Julia Ducournau, elle fait un film qui est dans l'intime d'une petite fille, de sa famille, de tout ça, et elle rend ça tellement touchant, même sur cette histoire de maladie, ce rapport à la famille qu'on a perdu, qui reste quand même, ce deuil qui dure pendant des années, même avant que la personne soit morte. Enfin, c'est sublime. Le film s'ouvre sur une coccinelle. Enfin, Oui, ça, c'est bon. toute la... En fait, il y a un plan, moi, qui résume tout le film et je trouve qui est brillant, c'est... Julia n'a jamais peur de ses personnages. Et donc... Mais en fait, on va reprendre la gamine. Alpha, elle n'a pas peur de son oncle qui est Ah séropo non. parce qu'on ne lui a pas inculqué qu'il fallait avoir peur de son oncle. Et tous les autres gamins du film, ils ont peur d'elle parce qu'on leur a dit que c'était sale. Le directeur, il est affreux dans le film. Et du coup, la toute première séquence du film, c'est une petite fille qui fait des points à relier sur le bras de quelqu'un. Et quand tu vois que les séropos, ils ont été montrés comme des monstres, comme des choses dégueulasses, comme des choses qu'il fallait parquer, le fait de faire une toute première séquence sur... Ça relie les points, quoi. Ça Ça relie les relie les gens, en points. fait. C'est brillant comme film. Et je vais rajouter un truc, en fait, sur moi, ce qui m'a énervé dans le traitement d'Alpha, c'est que Julia, elle a fait Grave, qui a bien marché. Et donc, les gens ont commencé à dire « Ah, c'est bien, c'est une petite révolution, un cinéma de genre, etc. » Elle a fait Titan. Elle a eu la palme. Et en fait, c'est pour ça que j'avais fait une vanne sur Cannes tout à l'heure, même si j'ai énormément d'amis qui vont à Cannes, je respecte beaucoup de gens qui vont à Cannes. Les gens sont offusqués qu'elle ait la palme. Et depuis, en fait, tout ce que produit Julia sera nécessairement nul. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que beaucoup de critiques qui se disent engagés de gauche et qui aiment le cinéma de genre devraient se remettre en question sur la façon dont ils traitent Julia Ducournau. Ouais, je suis Et même, d'accord. je l'étendrai en général. Comment J'entends- la presse cinéma traite les femmes en général. Mais non, je dirais plutôt le cinéma de genre. J'entends beaucoup de critiques qui disent j'adore le cinéma de genre, je veux qu'il y ait plus de cinéma de genre français. À chaque fois qu'il y a une proposition de cinéma de genre français, il lui crache à la gueule. Vincent doit mourir, il lui en crache à la gueule. Teddy a été un peu plus encensé, mais il y en a qui lui en crachent à la gueule. Et ces gens-là qui font beaucoup d'influence dans la critique française et qui disent on veut du genre, niquent le genre. Et après ils font mais pourquoi on n'a pas des bons films? Parce que tu sabres tout ce qui est possible de faire. Et Alpha, c'est ça. Alpha, je sais même pas combien d'entrées il a fait, mais ça a été un bide monumental parce que personne ne l'a soutenu. Et je pense que juste les gens n'ont
C'est pas un mot que j'emploierais parce que c'est un peu. Enfin, de base, c'est un peu bateau, mais je pense que les gens n'ont pas mérité ce film. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'est ce que je reproche aussi, c'est les gens sont là, c'est des détails techniques qui viennent reprocher au film. Alors que généralement, Et ils s'en foutent. personne ne vient parler de mise en scène, personne ne vient parler des émotions que tu as ressenties devant le film. Ils vont être là, on peut pas mettre du The Weeknd dans une playlist de films, c'est pas possible. Enfin, c'est pas The Weeknd, je sais plus qui C'est c'est. Time Impala. C'est Time Impala. Voilà. Oh, on peut pas faire ça dans une scène. Alors que la scène est exceptionnelle. Pour les pauvres, en fait. Les gens n'aiment pas les pauvres, je Et crois les que c'est ça. Kabyles. Et les Arabes, ouais, c'est ça. Alors que ces gens-là disent que le film est islamophobe. Je l'ai entendu. Non, c'est trop grave. Le film est trop bien et il est critiqué pour rien. Je suis contente parce abusé. que il est dans aucun top. Et j'ai pas regardé beaucoup de flops parce que je sais qu'il y sera peut-être. Et j'ai l'impression que personne n'a bien sur les réseaux ou dans la presse dit des choses d'Alpha. Donc Julia ne verra pas, n'écoutera pas l'épisode. Mais Si, on lui enverra. Mais si au moins à un endroit quelqu'un dit des choses de son film, bah moi c'est qu'on a réussi quelque chose en fait. Et la scène du terrain de foot. Voilà. Voilà. Bah, merci Mao, merci. Élisée, oui, tu veux dire? Juste un petit mot, j'ai pas vu encore Alpha malheureusement. Je vais essayer de le rattraper vite. J'avais une question. Est-ce qu'il y a eu une reprise? Il s'est fait cracher dessus par les critiques bourgeois, Cannes, ouais, et tout. les critiques bourgeois parisiens. Voilà, comme à chaque fois qu'il y a un film qui ne Comme- parle pas d'eux. Ouais, c'est ça. C'est C'est comme toujours, hein, ce sera toujours le cas. Est-ce qu'il y a eu une reprise? Est-ce qu'ils l'ont repassé? Il le repasse pas en ou salle, non. Est-ce que, Je- pour j'en parler ai de pas Sinners, vu en- il a commencé par se faire allumer, hein, Sinners. Ouais, mais Sinners est devenu très populaire. Exactement, et donc, puisqu'il a eu, il Mais a eu Alpha est resté une assez- approbation, Ouais. publique. Alpha est resté assez confidentiel. Et même si le nom Julia Ducournau attire quand même, Mm. je pense que plein de gens sont pas allés voir le film aussi parce que Titane c'était bizarre, c'est encore un film d'auteur français, trop bizarre, j'ai pas forcément. Et la différence avec Sinners, je l'ai pas vu, hein, mais heureusement, depuis quelques années, on parle beaucoup plus des droits, du coup, de ce que parle Sinners, de toutes ces thématiques. Donc des droits des personnes noires. personnes noires, parce que bien moi, sûr. j'ai pas vu. Je vois pas les couleurs. Je voulais pas dire de la merde. Non, mais on parle beaucoup plus des droits des personnes noires, de la répression, du fait qu'ils se fassent buter par les flics, etc. Les gens s'en foutent des séropos. On s'en fout copieusement des séropos, que ce soit dans les années 80 ou que ce soit aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'a posteriori, les gens ne vont pas aller voir un film sur les séropos. Parce que c'est pas leur sujet. Et désolée d'avoir fait un parallèle sur ça, c'est peut-être pas cohérent, mais pour travailler dessus, moi je bosse dans des milieux militants, donc on en parle tous les jours, mais quand on discute entre gens de notre âge, c'est un truc qui n'existe plus, alors qu'il y a il y a plus 40% de contamination chez les jeunes, et on a un film qui te le montre avec un regard différent. Le seul truc que je pourrais vraiment pour le coup reprocher à Alpha, mais c'est que c'est un énième film qui sort aujourd'hui qui parle du sida des années 80. Pour ça, il fallait vraiment regarder le cinéma de Ducastel et Martino. Pas Jeanne, du coup, parce que Jeanne se parle pendant qu'il est sorti. Mais après, il te montre vraiment le sida après être thérapie. Et par exemple, dans Drôle de Félix, le personnage est séropositif. Ce n'est jamais le sujet du film, c'est même jamais mentionné, mais tu le vois prendre ses traitements. Mais du coup, Alpha parle d'un monde qui est dépassé encore. Mais il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que Julia est une femme. Je crois que c'est peut-être le seul, à part les documentaires, film de fiction sur le sida réalisé par une femme. Et c'est une femme qui n'a pas vécu le sida, enfin ses potes ne sont pas morts, elle n'est pas séropositive dans mes souvenirs, mais elle l'a vécu à la télé, elle l'a vécu à la radio, parce que les gens en parlaient, parce que les gens mouraient autour d'elle. Et ce regard de témoin, il est aussi hyper intéressant. Je suis d'accord, merci pour tout. Marine, si tu veux passer à ton top 1. Ouais, je veux bien passer à mon top 1. Moi, mon top 1, c'est un film qui m'a beaucoup touchée aussi. Et ça me tient beaucoup à cœur de le mettre en top 1. Et c'est Des preuves d'amour de Alice Douard, qui parle d'un couple de femmes lesbiennes jouées par Elia Rumpf, c'est ça, et Monia Chokri. Donc, l'une des deux, Monia Chokri, son personnage, je crois qu'il s'appelle... Je ne sais plus.
bref, peu importe, mais est enceinte et donc par PMA qu'elle a effectué au Danemark parce que c'est pas légal en France pour le moment. Et il faut savoir que le film se passe en 2014, donc un an après l'adoption de la loi Taubira pour L'adoption, qui c'est ça autorisait les personnes de même sexe à avoir à adopter un enfant. Et donc ces femmes-là se lancent dans, enfin c'est surtout la mère de l'enfant, elle est mère de l'enfant, mais du coup, sa compagne, qui est mariée avec elle, donc sa femme, doit quand même lancer une procédure d'adoption de son propre enfant qui est très compliquée, très chère et très émotionnellement éprouvante, où elle doit demander et avoir, je crois, 15 lettres de recommandation de ses proches et de son entourage et qui lui disent qu'elle est apte à aimer son propre enfant pour pouvoir l'adopter. Et on pourrait croire que le film il va s'attarder sur ça, mais pas du tout. Le film il va surtout... Comment ? Pardon, je t'ai coupé, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, ça ? Je sais pas du tout si c'est le cas l'adoption, aujourd'hui. ouais, elle est toujours compliquée aujourd'hui Ça m'arrête. parce que y a qu'un seul parent qui est reconnu légalement et l'autre parent doit l'adopter dans les couples gays qui ont fait des PMA. Hein. Bah, le parent qui a porté l'enfant va être reconnu légalement comme parent et l'autre va devoir faire les démarches d'adoption. C'est peut-être un peu plus facilité aujourd'hui, mais ça reste quand même assez des démarches lourdes administrativement qui vont demander beaucoup de temps, quoi. D'accord. Mhm. Et donc ce film, au lieu de s'attarder sur la recherche des 15 preuves d'amour, donc des lettres qui certifient qu'elle est apte à aimer son enfant, le film va plutôt s'attarder sur l'attente de cet enfant et le couple et la relation entre les deux femmes, donc les hauts, les bas, les sautes d'humeur de la future maman biologique et aussi l'autre maman, donc qui est plus le personnage auquel le film est centré. Je crois qu'elle s'appelle Céline. L'actrice est incroyable et elle est DJ dans des boîtes de nuit et tout. Et elle, surtout, comment elle va trouver sa place en tant que mère, mais qui ne porte pas l'enfant, mais qui n'est pas non plus... Enfin, elle est là, mais en fait, moi, j'ai jamais eu... Enfin, elle se dit qu'elle a jamais eu de place... Enfin, qu'elle a jamais eu de représentation de femme qui attend que sa femme ait un enfant et elle n'est pas à une place de père mais elle n'est pas à une place de mère conventionnelle non plus et elle aussi entre elle doit supporter sa femme qui a des sautes d'humeur et en même temps des fois elle est très heureuse et elles sortent en boîte ensemble et c'est la première fois de ma vie que je voyais une femme enceinte en boîte de nuit et c'était vraiment une scène magnifique. Après on les voit qui vont à la maternité pour faire des préparations à l'accouchement et du coup cette meuf qui n'est pas enceinte elle rencontre un père de famille qui lui est angoissé aussi et ils partagent leurs angoisses et il y a une super belle discussion. C'est avec Félix Kizil l'acteur et je l'adore et vraiment il joue super bien sur ces 15 minutes où il est à l'écran même pas et vraiment le film m'a énormément touchée, il m'a fait beaucoup pleurer à la fin et j'ai trouvé vraiment très très beau et pareil extrêmement important. Ouais, j'ai vraiment envie d'en parler et le fait qu'il soit, enfin il est réalisé par Alice Douard qui elle aussi est lesbienne et qui a aussi fait ses démarches. Donc c'est limite quelque chose du témoignage, ce film. Et ouais, vraiment, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur. Mais j'aurais pu citer n'importe quel autre film, mais celui-ci, c'est celui qui m'a paru le plus... Enfin, de mon point de vue, c'est celui qui... Pour moi, c'est mon top 1. Genre, Ouais, c'est celui c'est qui a le mon plus énorme résonné coup de cœur. avec toi, Exactement, quoi. ouais, c'est ça. Bien sûr. Et je le trouve extrêmement important. Et pareil que Sinners, même si c'est pas du tout les mêmes thèmes ou quoi, mais je trouve que c'est vraiment un film extrêmement important qu'il faut voir. Et ouais, voilà, c'est ça. Et comme Alpha, du coup. Oui, comme Alpha. Comme Mhm. tous les films, en fait, vous voyez tous les films. Surtout Camping 4. Surtout Camping 4, qui, on l'espère, sort bientôt. Non, mais merci. Moi, j'ai trop envie de voir ce film. Je l'ai raté à sa sortie et c'est trop dommage. Il Donc, va beaucoup vous plaire. J'ai trop envie de voir ce film. Parce que moi aussi, mon top 1, c'est un film de lesbienne. C'est... En vrai, c'est 3 films. C'est la trilogie d'Oslo. Et moi, c'est de Johan Ågerud. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais c'est écrit comme ça en tout cas sur Sûrement comme ça. Et donc ouais, moi j'ai adoré la trilogie d'Oslo, les 3 films, en particulier Rêve, qui est du coup l'histoire d'une adolescente de 17 ans qui va se découvrir lesbienne en tombant amoureuse de sa professeure de français. On connaît tous. On connaît tous. Macron évidemment. vibe un peu. Bah, Macron vibe, sauf que c'est au Danemark. Donc Macron ouais, aussi, non. hein. Non, et donc en fait le film va essayer de disséquer un peu cette relation, d'expliquer comment une adolescente va ressentir ses premiers émois qui sont
évidemment problématique et le film n'évite pas cette question-là de la pédophilie. Bien au contraire, genre l'une des premières réactions qu'on voit à l'écran, c'est la mère qui apprend ça et qui est là en mode « je vais tout casser ». Genre il y a la prof de français là qui touche à ma fille, je vais tout casser. Ah, parce qu'ils sont vraiment ensemble. Genre, la prof et la fille sortent vraiment ensemble à un moment. Aïe. Alors, on ne les voit pas avoir une relation intime ensemble. Par contre, c'est très sous-entendu. C'est extrêmement sous-entendu. Surtout, il y a une scène où la mère rencontre la professeure après avoir connu tout ça et que la fille ait écrit son livre qui va raconter cette histoire-là. Et elle va la rencontrer pour lui demander « Est-ce que ça vous dérange si on publie ce livre parce que ça révèle des choses de votre intimité, ça révèle des trucs. » Et la prof va être là en mode « Ah non, mais rien s'est passé en fait. Ah non, moi jamais je couche avec une élève. Moi regardez, j'ai une copine, elle a 30 ans. Trop super. » Ok. C'est un peu ça. Et vraiment, en fait, le film, il s'appelle Rêve et c'est pour une raison, c'est qu'on est dans la psyché de cette adolescente qui va fantasmer cette relation, qui va fantasmer tout l'amour qui existe, qui est possible. Et on va voir ses proches qui... Elle va écrire un texte, en fait, la petite jeune, l'adolescente. Elle va écrire sa relation, comment elle l'a vécue. Et sa grand-mère, qui est autrice, va lire le texte et va faire « C'est un putain de bouquin. C'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Il faut que je contacte mon éditrice, on lui parle et tout, et on publie ton bouquin. » Et en fait, il y a tout ce truc-là de... C'est une histoire horrible, de manipulation qui est pas cool, hein, vraiment, de pédocriminalité même. Et c'est important pour l'adolescente. Elle se sent pas du tout victime. Elle est en mode, mais c'était trop beau ce qu'on a vécu, même si c'était que moi qui l'aimais, c'était trop important pour que ce soit simplement un souvenir. Et donc elle va l'écrire, elle va le rêver encore et encore. Et c'est assez passionnant comment c'est fait dans le film. D'ailleurs, toute la trilogie est exceptionnelle. Il faut voir ça. Les 3 sont sortis cette année ? Les 3 sont sortis cette année à une D'accord. semaine d'intervalle. Donc c'était Rêve, Des films très Amour. rapidement. Il les a fait pendant le Covid, je crois, en quelques semaines seulement. Et ouais, il a mis du temps sur le montage, enfin du temps normal quoi, pour monter 3 films de 1h30. Et franchement, si j'avais dû faire un top 3, peut-être que j'aurais dû mettre les 3 films les uns à la suite tellement... Ah, le forceur. Ah ouais, le forceur. Mais en fait, comment ne pas parler de Désir qui est l'histoire d'un ramoneur qui se fait ramoner, quoi. C'est... On avait besoin de cette phrase. C'est un ramoneur, donc un mec qui va ramoner des cheminées, qui se fait ramoner le cul. Et qui rentre chez lui. Le début du film, il est en pause café avec... Il se fait ken ou qu'il se fait prendre un lavement ? De quoi ? Il se fait ken ou il fait un lavement ? Il se fait ken. Ok. Il se fait ken. Enfin, il ken. On ne sait pas. On n'a pas vu la scène. Hein. Juste, il arrive. Le film débute. Il est assis à côté d'un. Il boit son café avec son patron, qui est son pote, et il lui fait « Tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour ?» Et bah, j'ai couché avec un mec. Et le patron, il est en mode « Mais tu l'as dit à ta femme ?» Il a « Oui, bien sûr. Bah, c'était quand même. J'allais pas le cacher. Enfin, c'était quand même que sur un coup de tête. Enfin, voilà, j'ai fait ça. Je sais même pas pourquoi. » Et le patron, il est là « Mais c'était un client ?» Oui, mais bon, c'est une fois. Il y a littéralement une fois au chalet. Oui, c'est vraiment une fois, et le mec comprend pas en quoi ça peut détruire les relations qu'il a avec ses... Puisque lui, il a été honnête, en fait, il est rentré chez lui, tout de suite, à sa femme, il a fait... C'est pas la... Tu ne videras jamais, Jocelyne. Il y avait Michel, je lui ai ramené sa cheminée, il m'a dit « Tu veux me sucer ?» J'ai dit oui. C'est vraiment un dialogue, hein. Le dialogue, c'est vraiment ça, il m'a dit « Tu veux me sucer ?» Au début, j'ai dit « Ah non, je sais pas, je suis sorti. » Je suis marié quand même. Je suis sorti, puis j'ai fait... Quand même, la proposition, j'ai retoqué, je lui ai dit, bon allez, c'est parti pour la suce. Et le film, c'est... Ça a l'air très bien. Ouais, le film, c'est en gros 3-4 scènes où il parle avec son patron pendant une dizaine de minutes, il parle avec sa femme pendant une dizaine de minutes, il reparle à son patron et il reparle à sa femme. Et c'est vraiment que ça, et tu vois sa femme qui est blessée, et lui il est là, bah ouais. Mais je comprends pas en fait, enfin je t'ai pas menti, et pour moi la tromperie c'est de se mentir, et j'ai jamais eu de désir pour quelqu'un d'autre avant ça, j'en aurais probablement jamais après. Moi je suis bien avec toi, je comprends pas pourquoi t'es blessé. Et la femme qui est mais t'as quand même sucé un mec.
Bah non, pas que. Non, pas. Voilà, c'était juste pour tester. Je me suis dit, voilà. Et en fait, le personnage va faire le chemin de pourquoi il a eu cette relation adultère avec un homme, en même temps qu'il a toutes ces discussions avec son ami et sa femme. Et le film est très drôle, hein, évidemment, puisque c'est un mec qui ne comprend pas. Et il est là, mais j'ai juste sucé un gars, quoi. Enfin, je ne comprends pas le problème. On va faire toute une histoire. Bah oui, Michel, enfin. Et ouais, non, le film est très très bien. C'est très très subtil dans dans ce personnage qui ne comprend pas ce qu'il a fait de mal et qui pour lui a juste vécu quelque chose comme ça pour tester. Hein. Bref, pour moi, c'est mes films de l'année, la trilogie d'Oslo. Voyez ça. Bah super. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Peut-être si vous avez une petite recommandation culturelle avant de terminer, n'hésitez pas, Marine, peut-être. J'en avais plein, mais je pense que parce que ça fait plusieurs jours que je suis en boucle sur cet album que j'avais découvert l'année dernière et qui est sorti l'année dernière, et franchement parce qu'en fait le chanteur est nominé aux révélations de la musique, c'est Ino Casablanca, et il a sorti un album qui s'appelle Extasia l'année dernière, et je fais que l'écouter en boucle et en boucle, et je crois que c'est mon album préféré genre de cette année dernière. Non, pas forcément, parce qu'il y en a eu plein qui étaient incroyables, mais en tout cas de ces dernières semaines que j'écoute, j'adore, vraiment, il me rend tellement heureuse. T'avais écouté Tamara ? Oui. Putain, les deux, quels albums, hein. Ino Casablanca est vraiment très très fort. Flow, il est posé, quand tu l'écoutes, t'es là, mais waouh, mais je bois tes paroles, et j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour lui, et je suis dégoûtée de le louper à la Cigale, parce que c'est complet. Si je peux aussi parler rapidement d'un album qui est sorti l'année dernière aussi, qui pour le coup, contrairement à Ino Casablanca, est un album de rap. C'est pas. Oui, non mais oui. Lui-même, je pense pas qu'il existe comme un rappeur. C'est incroyable, Ino Casablanca, mais c'est pas du rap, mais c'est génial. Il faut vraiment écouter Ino Casablanca, et il faut que ça devienne une énorme star. Il est fait pour. De toute façon, il va tout casser. Plus il est beau. Donc, vraiment, faut qu'il y aille. L'album dont je voulais parler, c'est Dans Pérignon Crying de Jossman, qui est sensationnel. C'est pour moi son meilleur album avec JOS. C'est sensationnel, et surtout, je voulais parler du morceau Tendu, qui je crois est l'outro, qui est juste avant l'outro, qui est incroyable. Jossman qui dit fuck un facho, fuck un facho, fuck un facho, sur 3 mesures. Sensationnel. Chef-d'œuvre. Et tout l'album, ça fait plaisir de voir des rappeurs qui, même s'ils passent son album à flex, même s'il passe son album à faire de l'ego trip, et il le fait incroyablement bien, et c'est génial. Avoir un album qui remet les pendules à l'heure, pour dire que ouais, les fachos on les encule, et libérer nos frères au cachot, c'est la rime d'après. C'est vraiment un bordel d'album où il passe tout l'album à expliquer que même si maintenant il est riche, il s'achète une villa par semaine, et voilà. Rappeler qu'il est fils d'immigrés, qu'il y a des gros problèmes des problèmes politiques et des gros problèmes dans sa classe, d'enfants d'immigrés, de prolétaires, etc. Bête d'album. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter après quand même celui d'Ino Casablanca, parce que Ino Casablanca a plus besoin de sa SACEM que Jossman. Mais voilà. Et puis moi, pour rester sur la musique, je vais parler de mon album de l'année, qui est celui de Nina Girachi, I Love My Computer, qui est de l'électro hyperpop. J'ai découvert ça en regardant un clip sur YouTube au hasard. J'étais un TikTok kid devant le clip. Je voulais mettre en x8, mais c'était déjà en x12. Tout allait trop vite dans mon cerveau. C'était exceptionnel. Et l'album qui est sorti, j'ai découvert le clip juste avant l'album. L'album a été une claque immense. Des morceaux exceptionnels. Une fois hasard. Fuck My Computer. Que des classiques. Je bouge la tête sur tous les morceaux. Chaque sonorité de l'album me reste dans la tête. Pour moi, c'est l'album de l'année, l'album électro de l'année. Écoutez Nina Girachi. Et en plus, elle passe à Paris bientôt. Les places sont en vente. Achetez vos places. Incroyable. Voilà. Bah, let's go. Merci à tous pour cet épisode. Merci à toi, camarade. Merci à toi, vous avez aimé. Ça fait 2 heures qu'on parle. On n'en peut plus. On est tous KO là. On est tous KO. On va rentrer chez nous. Et merci à vous, chers auditeurs. Chères auditrices. Chères auditrices, chers auditeurs. Pour votre temps d'écoute, et on se dit à très bientôt. On reprend le podcast avec, on espère, un rythme plus régulier. Normalement, on va essayer d'avoir un truc
toutes les 2 semaines. On ne promet rien car on n'est pas fou. Mais voilà, attendez-vous à voir le podcast de plus en plus, on l'espère. Et puis, Inch'Allah, voilà. Merci à vous. Merci et bonne année 2026. Merci camarades, à la prochaine. À bientôt. Bonne hôte, partenaire. Vous partez quand? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.